Alors Arnaud, tu es né le 25 mars 58, c'est bien ça? Exact. Tu as été joueur pro dans les années 70-80. Je Puis ne me donc, rappelle plus trop parce que ça remonte il y a trop longtemps, mais ça doit être à peu près ça. Mais joueur pro, c'est un bien grand mot parce que j'ai joué que 6 mois sur le circuit ATP ouais, et je devais avoir à peu près 22-23 ans et c'était une bonne expérience avec tout ce que j'avais fait déjà avant et ce que j'ai fait bien entendu après. tu as été ensuite l'entraîneur et le mari de la joueuse Julie Allard, qui a été 7e mondiale en février 2000, en Oui, simple, son meilleur classement de simple et numéro 1 et en double. numéro 1 mondial en double. Voilà, après avoir gagné l'US Open aux côtés de Ai Sugiyama. Julie a, Exactement. Julie a d'ailleurs remporté 12 titres et fait 9 finales. Elle est l'un des palmarès les plus riches du tennis français. Première française à avoir été numéro 1 mondiale. Elle le restera 14 semaines. Mhm. Tu as donc également été l'entraîneur de Mickaël Yodra, tu me l'as dit tout à l'heure au téléphone, de 7 à 14 ans. Tu es Voilà. par ailleurs le petit-neveu de Max de Cugis. Pareil, tu m'as donné l'info. Champion de tennis Ouais. avant-guerre, Ouais. triple médaillé olympique, en argent à Paris en 1900, puis en or en double mixte en 1920 sur le gazon d'Anvers, associé à Suzanne Mhm. Lambert, ainsi, Ouais. ainsi qu'en bronze en simple. Ce bon Max a aussi joué la toute première rencontre de Coupe Davis de la France en 1904 contre la Belgique. Il avait perdu au 5e match décisif. Il a été titré au Queens, entre autres. Premier joueur français de l'histoire à avoir gagné un grand chelem, c'était à Wimbledon en double en 1911. Il aura joué sa dernière finale de Wimbledon en 1926 à 44 ans. Merci en tout cas de m'avoir permis de me documenter sur ce sujet grâce à toi, parce que c'est pas certain que je l'aurais découvert sinon. Et plus récemment, donc, tu travailles avec Steph Robert dans le staff de l'ancienne numéro 3 mondial, Vera Zvonareva. Voilà, je l'ai fait venir dans notre équipe pour coacher le mieux possible Vera. Donc, il est un peu mon assistant. Il est aussi le sparring de Vera. Ok, Et il apporte sa touche avec son expérience du circuit, son niveau de jeu et puis aussi sa personnalité. d'accord. Comment tu as découvert le tennis, toi, à l'époque? Tout simplement par mes parents, hein, c'est pas très original. Donc, mes parents ont commencé le tennis relativement tard. Ils se sont passionnés pour ce sport à l'âge de 30 ans à peu près. Ouais, Et ils m'ont tout de suite guidé vers les écoles de tennis. Et j'ai eu la chance de rentrer dans l'école de tennis du Racing Club de France à Paris. d'accord. Et à cette époque-là, c'était Henri Cochet qui était le directeur de l'école de tennis. Et c'est donc un des mousquetaires avec lequel j'ai pu avoir beaucoup d'échanges. Et donc, je me rappelle encore très bien. Et c'est la première personne qui m'a testé sur un cours pour, pour m'accepter dans son école de tennis au Racing Club de France. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ta progression au classement? Parce que tu es monté 500e mondial au meilleur, mais à partir de non classé jusqu'à Ouais. numéroté. Tu te souviens les étapes? Je m'en souviens très bien. Alors moi, c'est un parcours assez original ou assez rocambolesque. C'est-à-dire que en jouant à l'âge de 7 ans, j'ai été, on va dire, dans les 10 meilleurs joueurs de France jusqu'à l'âge de 12 ans. Et vers 13-14 ans, j'ai eu une infection dans le sang avec des streptocoques hémolytiques qui m'ont donné des rhumatismes, notamment au niveau des genoux. Et ça m'a empêché de faire toute activité sportive pendant 2 ans, entre 14 ans et 16 ans. Ouais. Et du coup, c'est une période aussi pas facile à gérer parce que c'est la période de la puberté, de l'adolescence. Et ça m'a beaucoup déçu de ne pas pouvoir continuer mon ascension. Et à ce même moment-là, donc ne pouvant plus jouer au tennis, pour des raisons privées, mes parents ont décidé aussi de me mettre en pension. Ouais. Et entre 16 et 19 ans, entre la classe de seconde jusqu'à la terminale, je suis allé à l'école des Roches en pension, en Normandie, D'accord. près de Verneuil-sur-Avre. Et mon père m'avait mis comment on peut dire, m'avait fait miroiter que si j'avais mon bac, je pourrais avoir la possibilité d'avoir une année sabbatique et de me remettre au tennis. Parce que tu n'avais pas joué depuis tes 12 ans? J'avais joué de façon intermittente et en pension. J'avais une autorisation spéciale pour aller m'entraîner au club d'Évreux qui était à 50 km de l'école des Roches à Verneuil-sur-Avre. Et je prenais un taxi tous les mercredis après-midi pour faire 2 heures d'entraînement et revenir. Et quand j'ai passé mon baccalauréat entre 18 et 19 ans,
je me suis retrouvé à peu près 4-6e au classement. Ouais. Et là, j'ai commencé à rejouer au tennis à fond pendant 1 an. Et la première année, j'ai été m'entraîner chez Pierre Barthès au Cap d'Agde. J'ai fait 6 mois d'entraînement très intense. Et je suis passé de 4,6 à -4 la première année. Ah Et ouais, la deuxième année, en continuant sur ma foulée, je suis passé de -4 à -30. attends, tu as fait non classé 4-6, 4-6, -4, -4. Non, non, j'ai fait non classé. Et puis, par petites étapes successives, je suis monté genre 15-4, 15-1, 15-4-6, D'accord. 2-6, 2-6. Ouais. Et après, sur mes 2 premières années où j'ai joué au tennis full-time, entre 19 ans et 21 ans, je suis passé de 2-6 à premier -30. Ah oui, tu n'avais pas de temps à perdre. Euh, Exact, parce que j'étais très en retard. ouais. Et après, si je continue un peu donc la suite de mon ascension, à -30, j'ai décidé de me lancer un peu sur les tournois ATP. J'avais pas de points. J'ai pris ma valise et puis je suis allé faire mon premier circuit satellite en Inde, 5 semaines. Tu es allé dans le pays voisin, quoi. C'était pratique. Exactement, là j'étais content de partir juste à côté de chez moi. Et j'ai pris un bus qui m'a emmené sur la première étape du circuit satellite. Une fois que je suis arrivé à New Delhi, je me demandais où j'allais arriver, est-ce qu'il allait y avoir un cours de tennis ou pas. Et je suis arrivé dans un endroit où il y avait 2 cours en ciment. Ils n'avaient pas eu le temps de mettre la résine dessus. Ouais. Donc on jouait comme sur un ciment qui avait été posé comme si on jouait sur la route. Et j'ai joué ces 5 étapes successives, mais qui ont été à la fois intéressantes au niveau humain et au niveau sportif. Et j'ai gagné mon premier point ATP en sortant de ce circuit-là. Tu as devancé ma question. Et alors, les deux suivantes, c'est pourquoi l'Inde Ouais. et humainement, qu'est-ce que tu as vécu, quoi? Alors l'Inde, c'est parce qu'on m'avait dit que c'était plus facile d'avoir des points là-bas. Ok. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, je signe, je vais y aller. Ensuite, j'étais tellement content d'avoir pris ce premier point que sur le chemin du retour, j'ai dit à mes parents, je vais arrêter mon voyage à mi-chemin au retour et j'ai fait un stop en Australie. D'accord. Et au Pour, lieu de partir 5 semaines pour les Indes, j'ai rallongé de 2 à 3 mois pour l'Australie et en tout, je suis parti 4 mois. pour une tournée en Australie? Une tournée en Australie où j'ai pu disputer des qualifications dans les tournois comme Adélaïde. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer dans les qualifs de Melbourne, mais je me suis entraîné. Et j'ai joué un 25 000 $, si ma mémoire est bonne, à Perth. Et j'ai réussi à me qualifier, à passer des tours dans le tableau. Et j'ai dû perdre au deuxième ou au troisième tour contre John Fitzgerald sur gazon à Perth. Et en fait, tu avais enchaîné en Australie grâce au gars que tu avais rencontré en Inde qui t'avait fait découvrir ce circuit ou comment tu as atterri là? Non, parce que simplement, j'avais vu qu'après l'Inde, quand je terminais, les dates en Australie correspondaient bien au niveau du calendrier. Et puis, je me suis dit qu'avec mes premiers points, j'aurais une chance de faire les qualifs. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toujours un décalage entre le moment où tu gagnes ton point et le moment où il est véritablement enregistré dans l'ordinateur pour pouvoir signer avec tes points. Et j'ai coutume de parler aux joueurs qui ont participé à Chennai, le Grand Prix, en leur disant, bah voilà, tu vas en Inde, est-ce que tu t'es rendu compte de la pauvreté, tout ça? Toi, non seulement c'était dans les années mid-70s, et en plus c'était en satellite. Comment tu as vécu ce Ouais. contraste radicalement différent de l'Europe, quoi? Écoute, j'ai été logé chez l'habitant dans la première étape du circuit et il n'y avait ni électricité, ni eau potable et ni eau courante. Donc, je prenais ma douche en allant trouver de l'eau dans le village, dans une sorte de broc d'eau, et je ramenais cette eau-là et je me mettais dans la salle de bain et je prenais ma douche en me versant de l'eau sur la tête. Et tu bouffais pas trop épicé? Et j'ai fait très attention donc pour pas tomber malade, puisque tout le monde tombait malade, encore plus à cette époque là-bas. Et mon régime diététique était toujours le même pendant 5 semaines et j'ai essayé de pas en bouger. Et d'ailleurs, je suis jamais tombé malade. C'était uniquement le pain hindou là-bas qui porte un nom spécial dont je me rappelle plus, riz et poulet. Voilà, compact, Et solide, avec, régulier. avec quel fonds, avec quel argent tu as pu partir et voyager sur cette période de 4 mois? Alors j'étais très chanceux parce que mes parents avaient des moyens financiers et ce sont mes parents qui m'ont mis une enveloppe à disposition avec des moyens financiers.
mais tout en étant très raisonnable. Et ça m'a permis de payer mes frais courants pendant ces 5 semaines de circuit et ça m'a permis de m'acheter mon billet d'avion. Est-ce que tu as croisé des gars qui sont devenus très très bons après sur cette tournée? Des mecs vraiment qui ont fait partie des meilleurs? Ben, en Inde, non, parce qu'il y avait peu de personnes à ce moment-là qui s'aventuraient à aller jouer le circuit satellite en Inde. Mais par contre, en Australie, ça m'a donné l'occasion de m'entraîner avec tous les meilleurs joueurs français qui arrivaient un peu après moi. Et moi, j'avais déjà plusieurs semaines d'entraînement sur gazon. Et j'ai pu m'entraîner avec, faire des sets d'entraînement avec des joueurs comme Dominique Bedel, Pascal Porte, Henri Lecomte et tous les joueurs de Coupe Davis français. Ouais. Et j'étais un joueur pas du tout connu par rapport à eux. Mais quand je m'entraînais avec eux, comme j'avais vraiment bien intégré l'entraînement du jeu sur gazon, je faisais pratiquement jeu égal sur les sets d'entraînement avec eux. C'était quoi la suite en rentrant en France après cette tournée? Tu étais à combien de points et quelles étaient tes ambitions? Alors, j'étais à genre 5, 6 points. Et mon but, c'était de continuer après sur des qualifs en Europe. C'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, il y a eu c'était vraiment la grosse période du tennis qui devenait un sport de plus en plus à la mode et médiatique. Et j'ai joué aussi un circuit satellite en Australie en venant d'Inde avant de jouer les qualifs dans les grands tournois. Ouais. Et on était dans les circuits satellites, on était à 128 joueurs dans les qualifs. Ça en fait du beau Je ne sais monde. pas si tu t'imagines. Et il m'est arrivé un truc incroyable. Donc, après le circuit satellite en Inde, en enchaînant le circuit satellite en Australie, avec 128 joueurs dans les qualifs, tu ne le croiras pas, j'ai joué 3 fois de suite au premier tour le même joueur australien contre qui j'ai perdu. Ah, vous étiez fait pour, Ouais. pour devenir Et pote. j'ai perdu à chaque fois entre 2 heures et 3 heures de match, Oh. 6-3 ou 6-4 au troisième. Ah, putain. Et sur la quatrième étape, parce que c'était 5 étapes de circuit pour arriver à la cinquième étape au Masters, à la quatrième étape, sur le circuit australien, je n'avais toujours pas gagné un match. Pour une fois, je ne joue pas contre Peter Smiley, qui est le mari de Liz Smiley, qui était une joueuse bien connue d'un très bon niveau sur le circuit WTA. Je réussis à me qualifier, à passer 2 tours dans le tableau final et à obtenir ma place dans le Masters. Et ça m'a donné mes points justement à la suite du circuit hindou. Allez là. Et il ne faut jamais lâcher le morceau, comme on dit. Incroyable. Et t'avais quelle image quand tu croisais un Henri Lecomte qui pouvait avoir 19 raquettes, un sponsor et qui faisait partie vraiment des Ferrari de la Fédé française, quoi. Bah, lui, il se demandait, il se disait, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il devait se dire, tiens, comme il n'est pas encore très fort, ses parents, ils doivent être blindés, donc il l'aide pour pouvoir jouer, il n'avait pas tort. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents aisés que j'avais pas la valeur de l'argent et le goût de l'effort et de me battre et de donner tout ce que je pouvais donner pour essayer de continuer à progresser, même si j'avais commencé très tard et si j'avais jamais été sélectionné dans aucune équipe de France. Bon, du coup, tu es de retour en France, tu as 5 points. Il se passe quoi? Tu Ouais. fais quoi? Bah là, j'enchaîne avec à nouveau des tournois sur terre battue. Il Ouais. y avait un circuit qui s'appelait le circuit Marlboro à ce moment-là, où il y avait tous les joueurs français, on va dire, entre la 10e place et la 30e place. Et j'étais dans les qualifs en étant moins 30. Et là, j'ai eu une grosse période de non-victoire parce que de 3 à 4 mois de gazon avec un jeu très spécifique gazon, je ne savais plus du tout jouer sur terre battue. Et du coup, je suis redescendu à moins 15. Mais en même temps, j'ai essayé de faire des tournois européens, genre en Italie, par exemple, sur terre battue. Et je n'arrivais pas à me qualifier. Et puis, quand je rentrais à la maison tous les soirs ou en fin de semaine, mon père me disait, mais tu vas jamais y arriver, tu as commencé trop tard, tu n'as aucune chance. Et puis, bah, j'ai fini par l'écouter. Donc, j'ai arrêté un peu le circuit. Et à partir de l'âge de 23 ans, j'ai continué à garder les tournois nationaux avec le circuit Marlboro. Ouais. Mais j'ai commencé à passer mes premiers diplômes de moniteur, d'éducateur, d'arbitre. Et pour commencer à travailler et à me donner une chance d'avoir un métier en rapport avec le tennis. À partir de 23 ans, j'ai déjà travaillé. Mon premier job, ça a été d'être assistant éducateur de tennis au Paris Country Club à Rueil-Malmaison Ouais. et travailler 10 heures par semaine dans l'école de tennis là-bas Ok. pour ensuite devenir directeur sportif du club. Alors, juste deux questions entre-temps.
quand tu es parti en Inde et en Australie, pour parler, tu maîtrisais déjà l'anglais ou tu faisais comment? Je me débrouillais par les cours que j'avais reçus pour passer le baccalauréat. J'avais un niveau de base et puis après, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer en anglais. Et en restant 4 mois en Australie, ben, je me débrouillais normalement. Ouais. Ouais. Et tu en as voulu après à ton père de pas assez croire en toi ou te pousser ou ça venait Ouais, de parce toi? que je pense que ben, j'aurais au moins pu arriver, puisque j'étais premier moins 30, donc j'étais à une place d'être en première série. Je pense que j'avais niveau pour être dans les 15 premiers français si j'avais continué encore 2, 3, voire 5 ans et que ben, j'aurais dû avoir plus de volonté, plus de courage, quitte même à quitter le cocon familial, on va dire, mais chose que j'ai pas été capable d'assumer. Et Ouais. ce qui m'a empêché de voir mon véritable potentiel de niveau en tennis. Donc, bon, tu prends entre guillemets ta retraite quoi, à 22 ans. Euh, Vers 23 ans à peu près, ouais, après une tentative au niveau international avec une douzaine de points ATP, en étant à peu près 525e joueur mondial et en ayant été classé en France, premier moins 30, et en battant à peu près 12 premières séries par an dans mes meilleures années. ah ouais. Ouais, quand on voit aujourd'hui même à cette époque-là, mais quand on voit aujourd'hui des jeunes qui mettent 6, 8 ans à intégrer le top 100, bon ben, ça fait partie d'un cursus et ben voilà, chacun sa trajectoire. Qu'est-ce que tu as fait les années suivantes avant de retourner en tant que coach sur le circuit? Alors, les années suivantes, bah, moi j'ai eu 4 cycles professionnels, fonctionnent sur des périodes de 8 à 10 ans. Donc, je pense que c'est pas le hasard, mais ça doit être un peu ma manière de Fonctionner. fonctionner professionnellement. On va dire que j'ai été directeur sportif et entraîneur dans une école de tennis au Paris Country Club à Rueil-Malmaison pendant 6, 7 ans. Ouais. Tu as été hyper jeune, Et directeur sportif. ouais, j'étais hyper jeune, donc j'ai eu une opportunité assez intéressante et chanceuse, on va dire, qu'en me présentant là-bas, bah, il y a quelqu'un qui m'a dit, tiens, on cherche un poste et on va te donner ta chance. Et puis, si tu es capable de te débrouiller, bah, voilà. Et puis, ça s'est bien passé. Et directement, j'ai été directeur sportif du club là-bas. Donc, je m'occupais à la fois des autres sports à l'intérieur du club, mais le club, c'était 80% l'activité tennis. D'accord. Donc, c'était quelque chose que je dominais bien. Il y avait un grand tournoi aussi là-bas, au niveau national, que j'ai joué plusieurs années. Et c'était intéressant pour faire mes premiers pas au niveau professionnel. Et après cette première période d'activité professionnelle de 6, 7 ans, j'ai voulu tenter un nouveau voyage que j'ai fait. J'ai repris mes valises. Je suis arrivé à New York avec une valise et mes raquettes. Et j'ai voulu aller là-bas pour à la fois une expérience professionnelle et humaine. Et j'ai voulu, après avoir passé mes diplômes français, et avoir obtenu le brevet d'État premier degré en France. J'ai voulu rencontrer des gens, travailler dans des clubs de tennis. Donc, j'ai commencé à New York pendant une courte période. Et après, je suis allé directement en Floride. Je suis arrivé chez Nick Bollettieri dans son académie. Et sans même le prévenir, je me suis présenté à la réception. Et je lui ai dit, voilà, j'ai tel niveau, je suis 500e mondial, moins 30 en France. Et j'aimerais bien à la fois un peu m'entraîner chez vous et travailler aussi. Donc, tu avais claqué la porte du country club. Comment? Donc, tu avais démissionné du country club ou tu étais Oui, en… exactement. J'avais démissionné du country club. Et je voulais tenter une expérience sur un an et me voir un peu le tennis professionnel aux États-Unis, voir un peu comment ça se passait, la mentalité du tennis américaine, les techniques d'entraînement aussi qui étaient bien différentes à ce moment-là. Et c'était justement l'apparition de, on a un panier, 100 balles et on envoie au panier et puis on court et on fait beaucoup des drills Ouais. alors qu'en Europe, c'était un système d'entraînement qui n'existait pas du tout avant. Et j'ai été un véritable fan de Nick Bollettieri. Son enthousiasme, sa détermination, son engagement auprès des jeunes, aussi bien auprès du tennis féminin que du tennis masculin, le goût du travail, le fait d'être toujours motivé, donner le meilleur de soi-même. Et c'est quelque chose qui correspondait aussi beaucoup à ma personnalité et ma manière d'être en général avant de le connaître. Donc, en arrivant à la réception, oui, bonjour, monsieur de QGIS, on peut Voilà. avoir un poste. Ils t'ont tout de suite donné des heures, quoi. Ils m'ont donné des heures. Ils m'ont dit, tu vas travailler avec un panier sur un terrain, tu prendras à partir de 7 heures du matin ou 8 heures du matin. Je sais qu'on prenait le petit déjeuner à 6 heures du matin, Ah oui. entre 6 et 7.
Et ils m'ont dit, à partir de 8 heures, tu es sur le court et pendant 4 heures, tu vas avoir 4 groupes qui vont succéder les uns après les autres et tu vas driller et puis tu vas envoyer. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, l'après-midi, tu pourras t'entraîner pour toi et tu seras sparring partenaire des meilleurs joueurs de l'académie. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de côtoyer des joueurs comme Andrei Chesnokov et Ouais, Jim Courier. ouais, quand même. Et j'ai pu entraîner et driller tous les matins Jim Courier pendant 3 ou 4 mois. Donc, driller, c'est envoyer la balle à droite, c'est faire du panier, tout simplement. Ouais, du panier, on fait tel exercice, on travaille tel coup, on essaye de s'améliorer. Ouais. Et je n'ai manqué Agassi de très très peu parce que lui était un tout petit peu plus précoce et avancé en niveau par rapport à Jim Courier. Et lui, il était déjà sur le circuit, donc je n'ai pas pu le côtoyer dans l'académie. Tu te disais quoi quand tu avais Chesnokov et Courir en face de toi? Tu sentais déjà que ça allait être des monstres? Tu le voyais comment? Pas spécialement parce qu'il n'était pas très, très, très précoce, vers 17-18 ans. C'était un joueur d'un bon niveau, mais tu ne voyais pas qu'il pourrait atteindre ce tel niveau d'excellence et d'être un vainqueur en Grand Chelem. Et je faisais des matchs d'entraînement avec Andrei Chesnokov. Et une fois, je m'en rappelle encore, on a fait un set tous les deux qui a duré presque plus de 2 heures Ah ouais. sur terre battue. Parce que chez Nick Bollettieri, il y avait à la fois de la terre battue verte américaine et des cours en dur. Tu avais encore une bonne caisse à cette époque-là. Et je Et me suis même mis à rejouer grâce au niveau et à la mentalité qu'il y avait à l'intérieur de l'académie, même un niveau encore meilleur que quand j'étais moins 30 avant. selon toi, qu'est-ce qui a fait que Bollettieri a sorti autant de champions? Parce qu'à un moment donné, son nom attire des très très bons, donc il les façonne. Mais au Ouais. départ, comment, selon toi, il s'est sorti du lot de la masse pour se démarquer? Bah déjà, il avait une infrastructure tout à fait hors du commun à cette époque-là, avec une multitude de terrains. Il essayait d'être avant-gardiste au niveau de la vidéo, par exemple. Il s'était adjoint les conseils d'un préparateur mental de mémoire, il me semble, qui s'appelle Jim Leur, qui était un très bon préparateur mental. Il Il était avait autour de lui une équipe d'entraîneurs de conditions physiques exceptionnelles et il avait recruté des entraîneurs, une armada d'entraîneurs provenant à la fois des États-Unis ou de pays d'Amérique du Sud aussi, qui étaient motivés et tout le monde allait au charbon. Et très vite, il s'est fait un nom, une image. Il a eu très rapidement de très bons résultats à l'Orange Bowl où il y avait l'élite du tennis mondial des juniors, filles et garçons. Il remportait beaucoup de titres avec des joueurs ou des joueuses de son académie. Et puis après, il a eu des joueurs comme Aaron Finstein, Jimmy Arias, Wheaton. Et puis chez les filles, il a eu aussi d'autres très très bonnes joueuses. Et puis il a accueilli aussi Maria Sharapova plus récemment. donc passionné, précurseur Et et, bosseur. et bosseur, évidemment. Ouais. Et si s'il n'avait pas eu de job pour toi, tu serais allé où? Et tu as fait combien de temps là-bas? J'aurais pris un taxi, j'aurais fait 50 km et j'aurais frappé à la porte d'Harry Hoffman. C'était l'Académie Palmer, non? C'est pas ça? Je ne sais pas si c'est ouais, si c'est cet endroit-là qui a été repris par Palmer et Ouais. qui est dirigé par Chris Evert. Ça doit être ça, ouais, je pense. Je sais pas, mais en tout cas, Sam Sumik, lui, était allé chez Palmer. Je pensais que c'était pas loin. Ouais, ça doit être ouais, dans la région. C'est exactement la même localisation. Et du coup, tu as fait combien de temps chez Bollettieri? J'ai fait au moins 6 mois. Et j'ai passé mon diplôme d'entraîneur là-bas, Ouais. qui s'appelle USPTA Professional One, qui est le meilleur niveau de diplôme. Et j'ai reçu une lettre de félicitations où ils m'ont dit que sur l'année où j'avais passé le diplôme, j'avais été, d'après mon résultat, j'étais sorti numéro 1 de tous les États-Unis. Alors, je dis ça parce que c'est assez marrant. Autant j'ai dû bagarrer et lutter et avoir ric-rac mon diplôme en France, Ouais. et autant j'ai été super reconnu aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup marqué, intéressé, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Solide, le Frenchie. Et alors, t'as compris avec le temps ou qu'est-ce qui s'est… Ben, ouais, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait pas mal de jalousie en France pour pas me le donner comme ça. Ben, l'aide que j'avais reçue de mes parents et le côté extérieur plutôt aisé que je devais dégager par rapport aux Français moyens, on va dire, entre guillemets. Alors qu'aux États-Unis, ça leur passait au-dessus de la tête et que ma mentalité correspondait vraiment à l'esprit américain.
Et qu'en me sentant bien là-bas, bah, je vais être encore sans doute bien meilleur que ce que j'étais capable de produire en France lorsque je me sentais jugé et jalousé. Et là, j'étais vraiment dans mon meilleur état pour donner les meilleurs entraînements aux États-Unis. Et c'est pour ces raisons-là qu'il y a eu deux réussites totalement différentes entre les États-Unis et la France. Je voulais t'en parler justement de ce que tu avais ressenti vis-à-vis de leur mentalité. Si tu te sentais bah, voilà, comme un poisson dans l'eau et si tu te voyais vivre plus longtemps, tu m'as dit que tu avais fait 6 mois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah, déjà, leur mentalité, toi, tu la percevais comment quand tu es arrivé là-bas? Ben, très très bien, comme des gens qui te donnent une chance pour réussir. Ils me donnaient 500 $ en espèces chaque semaine travaillée. Donc c'était simple. Et ils m'offraient l'hébergement et la nourriture, la possibilité de jouer avec l'élite junior, la Coupe Davis américaine junior masculine, de travailler et puis en même temps d'avoir pu passer mon diplôme pour avoir dans mon background à la fois avoir un diplôme français et un diplôme américain. Et tu as atterri où après? Après, donc, je suis revenu en Europe, en France, Attends, si tu te sentais aussi bien, pourquoi avoir quitté du coup? parce que je devais sans doute avoir un peu le mal du pays. Je voulais sans doute retrouver ma famille, mes racines. J'ai failli avoir un poste de responsabilité dans un club près de New York. Il y a un propriétaire qui a failli acheter un club qui était en contact avec moi, mais finalement, il n'a pas pu acheter ce club, donc il n'a pas pu me proposer ce poste de responsabilité. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de retourner en France. Et à ce moment-là, en retournant en France, je me suis présenté à Patrice Dominguez et Denis Nejlen qui allaient signer un contrat de management pour gérer l'organisation du tennis au Tennis Club des Pyramides à Port-Marly. Ils me connaissaient de nom et ils m'avaient déjà entraîné un peu. J'avais joué aussi un peu contre eux en compétition. Et ils m'ont tout de suite recruté là à nouveau pour être directeur de l'école de tennis et directeur du centre d'entraînement de tennis aux Pyramides. Et mon statut a changé et puis je suis devenu associé avec eux à l'intérieur d'une société qu'on a créée qui s'appelait DND, donc Dominguez Nejlen de Cugis. Tu Et fais là, quoi? j'ai fait à nouveau 8 ans de travail après, à peu près avec eux. On est reparti pour un cycle. Voilà, un cycle. Est-ce que Deuxième, c'était du tennis, tu formais encore des joueurs à accéder au haut niveau ou c'était vraiment du niveau club? c'était plus du niveau club et avec la chance d'avoir eu un petit Michael Laudra qui avait 7 ans, qui a débarqué là-bas parce que son papa avait une maison à Rueil-Malmaison et il me l'a donné en cours privé. Et je me rappelle encore de son papa qui venait sur le cours, qui faisait une vidéo avec moi, et il a encore les images. Et il disait, tu verras Arnaud, mon fils, il sera dans les meilleurs Français et ça sera un joueur qui va jouer au niveau ATP et qui sera très très fort. Et il avait raison et on a encore les images. T'y croyais toi quand il te le disait? Non, pas du tout, parce que j'ai tellement croisé de parents pendant 20 ans qui m'ont raconté ça à tour de bras, que leur fils était unique, exceptionnel et tout, que peut-être j'y croyais un peu plus parce que c'était, on va dire, mes premières années d'entraîneur, donc j'étais pas saturé ou gavé d'entendre ce genre de discours. Donc je gardais toujours la porte ouverte. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu la chance aux Pyramides de former Michael Laudra de 7 ans à 14 ans. Et puis on avait pris notamment la décision de le passer du revers à deux mains qu'il avait jusqu'à l'âge de 12 ans pour lui donner un revers à une main. Et il a travaillé pendant 2 années très dures et ça s'est bien mis en place. Et puis, il a eu raison de prendre cette décision-là. Et lorsque lui a émis ce souhait, j'ai été complètement dans sa direction et j'étais très ouvert et je lui ai dit, vas-y, on va y aller, il n'y a pas de problème. Il avait déjà un jeu très offensif et une bonne patte gauche? Alors, je pense qu'il avait cet état d'esprit-là. Et comme il faut toujours un peu de chance, moi, j'étais un entraîneur, envisager que le jeu à la fois être créatif sur le terrain, Ouais. un jeu porté vers l'attaque, vers l'avant et le service volé, grâce à mon expérience que j'avais eue sur le gazon en Australie, où j'avais complètement changé mon jeu, où j'étais un joueur de fond de cours avec du lift en jouant 4 mètres derrière la ligne de fond de cours. Ouais. Mais après mes 4-5 mois en Australie, j'ai complètement changé mon style de jeu et j'ai eu beaucoup plus de plaisir à développer ce jeu d'attaque. Et c'est le jeu que j'ai essayé de développer vers toutes les personnes que j'ai eu à entraîner dans la suite de ma carrière professionnelle. Est-ce que c'est à l'issue de ce second cycle que tu t'es rapproché de Julie? Oui, parce qu'en rencontrant Patrice Dominguez et en travaillant avec lui aux Pyramides à Port-Marly,
il m'a proposé pendant les saisons d'été d'être le directeur des stages d'été au Country Club de La Baule. J'ai fait 2-3 saisons pour lui là-bas. Je terminais chaque semaine pendant la saison d'été mes stages par une exhibition. Et une fois, dès ma première semaine là-bas, je voulais donc participer à l'exhibition avec les entraîneurs et j'ai demandé est-ce qu'il n'y a pas une joueuse ou un joueur d'un bon niveau pour faire cette exhibition devant les stagiaires. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a parlé de Julie Allard et donc elle est arrivée et elle a commencé à chaque samedi à faire un match exhibition avec moi. Et c'est de là où je l'ai rencontrée pour la première fois. Je ne la connaissais pas du tout. J'avais déjà entendu parler de son nom et qu'elle avait un niveau exceptionnel par rapport à son âge. Et de fil en aiguille, c'est pour ça qu'après, elle est venue après faire quelques semaines d'entraînement avec moi avant de partir sur le circuit pour affiner sa préparation. Et elle a eu pendant très longtemps un entraîneur qui l'a formé pendant toute sa jeunesse, jusqu'à 18 ans, qui s'appelle Christophe Dumas, qui est un entraîneur de la Baule. Puis de quelques semaines d'entraînement sur la première année où elle a fait 7 à 8 semaines en passant par les pyramides et en étant aussi avec Christophe Dumas, elle a décidé après d'être entraînée à 100% avec moi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté mon deuxième cycle de travail aux pyramides et que je me suis retrouvé pendant 10 ans sur le circuit avec Julie. Et là, on peut dire que ça a valu le coup. Exactement. Et elle était donc à peu près 140e joueuse mondiale lorsqu'on a commencé à aller sur le circuit ensemble. Mais elle avait fait une période de 1 an avant de commencer avec moi où elle est montée 60e mondiale la première année. Ah, donc elle était en perte de Et vitesse un elle peu. a recommencé. Et elle a eu une année très difficile, sa deuxième année sur le circuit, où elle a essayé de travailler avec un autre entraîneur, mais ça a moins bien marché, où elle a enchaîné 13 défaites consécutives au premier tour, pour ensuite rechanger son système d'organisation, changer de structure, de cellule d'entraînement, pour venir par période s'entraîner aux pyramides, et après pour me prendre comme entraîneur à plein temps. Qu'est-ce que tu as ressenti quand elle t'a fait confiance en te demandant de l'accompagner? Je pense qu'elle, elle ne savait pas trop vers quoi elle allait, mais qu'elle avait bien aimé ces semaines de préparation avant les tournois. Puis elle s'était remise à gagner, donc elle avait retrouvé le chemin de la victoire, ce qui est la chose la plus importante pour un athlète de haut niveau. Parce que je garde toujours cette formule dans ma tête, la victoire appelle la victoire. Donc elle avait retrouvé le sourire, le plaisir, la motivation. Et je pense qu'on était autant inconscients l'un que l'autre pour prendre ce défi à bras-le-corps et puis se lancer sur le circuit. Moi, j'étais un entraîneur qui avait déjà eu quelques bonnes expériences, mais qui n'était pas vraiment encore allé au plus haut niveau et qui avait encore toutes ses preuves à fournir. Et elle, en me choisissant, je pense qu'elle n'avait pas eu non plus 50 000 possibilités et qu'elle a senti certaines bonnes choses au niveau du professionnalisme ou la manière d'entraîner ou le style de jeu justement que j'allais lui proposer en jouant vers l'avant, qui allait quelque chose qui allait se mettre en place et qui allait correspondre aussi à sa personnalité et qui allait être en rapport avec les qualités physiques intrinsèques très fortes qu'elle avait en elle. Donc rapidement, ouais, tu l'as fait devenir un peu plus offensive et plus jouer vers Ouais, l'avant, c'est ça? Ouais. voilà. Et avec carrément un jeu de service volé, devenir une joueuse qui allait prendre la balle beaucoup plus tôt et jouer beaucoup plus à l'intérieur du court, enchaîner vers l'avant. Et lorsqu'elle est arrivée aux pyramides, elle jouait à peu près 14 tournois dans l'année parce qu'elle faisait son planning d'entraînement avec ses parents. Et elle est passée de 14 tournois par an à facilement 25 tournois par an avec moi. Wow. Et tu étais les 25 tournois avec elle sur le circuit? Voilà, exactement. Tu te souviens, tu dis la victoire appelle la victoire, tu te souviens la série le petit déclic, la petite série de victoires qui a lancé un petit peu, qui l'a remise sur le bon chemin comme elle était en perte de vitesse? Pas forcément, parce que ça peut être des victoires contre des joueuses pas forcément très haut classées ou pas dans des tournois de première catégorie, mais chaque victoire compte. Et je suis plus un entraîneur qui lui a inculqué de rejouer dans des petits tournois, justement pour être capable de gagner et rebâtir une confiance en elle-même avant tout, et donc par conséquent au niveau de son jeu, pour ensuite obtenir des grandes victoires dans des grands tournois. Mais si je peux profiter de cette occasion-là pour te dire les 2 matchs qui m'ont le plus marqué dans sa carrière, je peux te les Ah oui, donner maintenant et je vais t'expliquer pourquoi. yes, ça j'adore. Alors,
Et ça résumera à peu près notre parcours à tous les deux, son parcours à elle. Et puis, je pense que ça sera intéressant pour tous les gens qui auront l'occasion d'écouter cette interview. Julie, quand elle était en pleine ascension, on va dire en 1996, elle a rencontré Steffi Graf au tournoi de Berlin en quart de finale. Et dans un match de très, très haut niveau, elle s'est retrouvée à 5-4 au troisième set à servir pour le match, non, à retourner. Et en menant 5-4 et en étant à 4 points du match, elle gagne les 2 premiers points du jeu. Ouais. Elle se retrouve à 0,30 et à 2 points du match. Et sur le point de 0,30, elle monte sur le revers de Steffi. Elle savait que c'était son point faible parce qu'elle faisait que des slices. Et Steffi fait une toute petite balle un peu flottante dans les pieds croisés. Julie, elle a volé, tape une volée qui tape la bande du filet, monte et malheureusement repasse pas du bon côté, ce qui aurait pu lui donner 3 balles de match. Et 2 minutes après, elle se retrouve et elle perd 7-5 au troisième. Elle se retrouve dans les vestiaires. Si proche contre la numéro 1 mondiale sur une volée, peut-être 3 balles de match. 2 minutes après, on se retrouve dans les vestiaires, on est un peu abasourdi. Et il va falloir attendre 5 ans pour se retrouver sur le même terrain contre la même joueuse numéro 1 mondiale, cette fois-ci en demi-finale. Et Julie qui sert pour le match à 5-4 au troisième contre elle, qui commence par une double faute, 0-15, mais qui après enchaîne 4 points de suite et gagne 6-4 au troisième. Ouais. Et je dirais que ces 5 ans d'intervalle, cette petite différence de 1 ou 2%, représente tout le travail qu'elle a dû accomplir à la fois au niveau mental, au niveau de son expérience, pour pas légèrement trembler, avoir peut-être aussi un peu plus de chance, mais je pense que la chance, en général, c'est toi qui la provoque et qui va la chercher. Et cette petite différence lui a donné la victoire sur la joueuse contre laquelle elle avait perdu 5 ans avant. Elle bossait avec un préparateur mental? Alors, elle a eu plusieurs préparateurs mentaux sur des courtes périodes. Elle a eu notamment le même préparateur mental qu'Alain Prost et qui faisait, on va dire, de la sophrologie. Donc, c'était plus visualisation, respiration. Mais je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Pendant toute la période des 10 ans qu'elle a eu avec moi, elle s'est beaucoup entraînée avec Jean-Claude Perrin au niveau du physique. Ils ont eu une très bonne association ensemble et aussi moi avec lui. C'est un gars tout à fait exceptionnel, passionné. Et on va dire que c'était les techniques d'entraînement en venant de l'athlétisme correspondaient très bien à Julie, même si elles n'étaient pas spécifiques orientées tennis. Mais c'est une personne qui entraînait en extérieur et qui lui donnait un bien-être aussi tout à fait exceptionnel au niveau de sa santé. On a fait justement un épisode avec Jean-Claude Perrin, ce personnage haut en couleur. Exactement. Il apportait un bien-être, un tonus à l'équipe et il a aidé Julie aussi à s'ouvrir et à sa manière, à lui en tant qu'entraîneur de conditions physiques, à s'épanouir et à prendre de l'assurance et à être capable de rentrer dans un stade avec plus de confiance parce que c'était une personne qui était extrêmement timide au départ et qui a eu énormément de mal à jouer sur les show courts ou sur les cours principaux, quoi. Et elle a dû lutter pour pouvoir être capable de jouer son meilleur niveau devant 15 000 personnes. Ouais. Et donc, au bout de 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus, de votre collaboration, vous êtes mariés. Exactement. Donc, on a eu 2 ans de relation purement professionnelle. C'est important de le dire parce que ça explique un peu aussi, on va dire, notre succès à travers le tennis au niveau professionnel. Ouais. Et notre relation privée s'est créée seulement progressivement au bout de 2 ans, après 2 ans de travail. Et on s'est mariés en 95, donc après 5 ans de circuit. Et après, à partir de 96, elle a été blessée au genou. Elle a eu 1 an et demi d'arrêt, ce qui l'a empêchée d'aller aux Jeux Olympiques, alors qu'elle était sélectionnée. Ouais. C'était la même période que Steffi Graf aussi, qui a dû annuler les Jeux Olympiques cette année-là. Et elle a pu participer aux Jeux Olympiques en 2000. Et après cette blessure-là, entre-temps, on a changé notre résidence. Pendant la blessure, on a immigré, entre guillemets, en Suisse. On s'est installé là-bas. On a utilisé un peu notre temps à faire certaines choses. Elle a acheté un chalet dans les Alpes, en France,
parce que c'était son rêve de petite fille d'avoir un jour un chalet à la montagne, de s'offrir à travers le tennis, d'avoir ce luxe, d'avoir un chalet parce qu'elle adore le ski, elle adore la montagne, mais elle adore aussi la montagne l'été. Et comme déjà dans sa tête, elle pensait fonder une famille, elle pensait que ça serait une maison dans laquelle ses enfants se sentiraient bien. Et quand elle a repris le circuit après 1 an et demi d'arrêt, après une opération au genou, qu'on n'a pas faite tout de suite parce qu'on pensait que ça ne serait pas nécessaire, c'était à ce moment-là Gilles Daubinet, le médecin de l'équipe de France de Fed Cup, qui s'occupait d'elle déjà. On n'a eu aucun doute que l'opération lui permettrait de retrouver 100% de ses moyens physiques. On n'avait aucun doute qu'elle redeviendrait à nouveau numéro 1 française et qu'elle redeviendrait à un meilleur niveau que ce qu'elle avait été auparavant. À ce moment-là, avant d'être blessée, elle était, je crois, au niveau de la 15e place mondiale, mais en pleine ascension. Et elle est passée après sa blessure, en étant non classée, en reprenant le circuit après 1 an et demi de blessure. En 1 an de circuit, elle est montée de non classée à 22e joueuse mondiale en 9 mois. Donc, elle a eu le meilleur comeback de tout le circuit féminin. Et l'année suivante, de 22 mondiales, elle est passée à 7e mondiale et donc elle a réussi à être encore meilleure que ce qu'elle avait été auparavant. Alors, deux choses. 1 an et demi, ça doit être tellement long. Comment on tient après quoi on s'accroche, même si vous étiez persuadé qu'elle reviendrait encore plus forte mentalement, comment Alors, tenir quoi? ouais. Alors déjà, moi, de mon côté, je suis quelqu'un de très positif et qui pense qu'on va toujours trouver une solution. Et on vivait le moment jour par jour. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle allait voir le médecin, on ouvrait la porte, on sortait de la consultation. Et puis, pendant 3 fois de suite, il nous a dit, vous allez reprendre 3 mois de repos. Wow. Donc, à chaque fois, on prenait 3 mois dans la tête et on partait un peu la tête basse, mais on essayait d'affronter la situation. Et Julie, pendant ces 9 mois d'interruption passive par rapport à son sport, elle s'est inscrite dans un atelier de dessin et elle est passionnée de dessin et elle a suivi des cours de dessin pour avoir une meilleure formation théorique alors qu'elle avait que reçu une formation autodidacte, on va dire. Et ça l'a aidé à passer le temps et à penser à autre chose. Et c'est un peu comme ça que par une passion annexe au tennis, passer le temps plus vite et qu'elle a, on va dire, relativement bien vécu cette période-là, même si c'était dur. Et elle gardait, comme c'était le bas du corps, au niveau du haut du corps, elle gardait contact avec la raquette, elle faisait des gestes, elle tapait la balle assise ou pas du tout? Non, pas trop, trop, non. Pas trop, trop. Elle ne pouvait pas faire énormément de choses parce que comme elle ne pouvait pas trop forcer au niveau des jambes puisqu'elle était toujours blessée, donc, c'était vraiment une période d'inactivité de au moins 1 an avant de trouver la solution et avant d'aller vers une arthroscopie et une opération du genou qui s'est bien passée, mais qui lui a demandé 3 mois de rééducation derrière. Et avec à peine 2 semaines d'entraînement, elle s'est présentée au tournoi de Tokyo où elle a perdu en 3-7 en simple au premier tour sur Natalia Zvereva, mais où elle a pu gagner le tournoi en double pour essayer d'obtenir justement une place en Fed Cup en sélection, qu'elle a obtenue au dernier moment. Est-ce que le fait de vous être marié et mis en couple a changé quelque chose dans ton approche du coaching ou dans votre relation sur le circuit? C'est une très bonne question, mais justement, comme notre vie les 2 premières années étaient uniquement professionnelles, automatiques, on va dire, où dès qu'on mettait les pieds sur le court, c'était la joueuse et l'entraîneur. Et on avait besoin de faire aucun effort pour partir dans cette relation-là. Et dès qu'on quittait le cours, donc notre bureau, hop, on repassait dans notre relation mari et femme. Et donc, vous êtes reparti comme en 40. Elle est 7e mondiale au bout de la deuxième saison de retour sur le circuit. Tu nous as Exact. partagé, tu nous as partagé deux matchs tout à l'heure. Mais Ouais, quels sont tes 3, 4 meilleurs souvenirs sportifs avec Julie? Les plus gros frissons que tu as eu en tant que ouais. coach et mari? Alors, c'est le quart de finale sur le central à Roland-Garros en dernier match de la journée où elle est menée dans le deuxième set. Elle a perdu le premier set. Elle revient à 5 partout. Elle va au tie-break. Et dans cette petite remontada, parce que malheureusement, elle n'a pas pu gagner le match et elle va perdre au tie-break. Mais lorsqu'elle revient, elle a eu plusieurs standing ovations dans le stade et c'est des moments qui me sont restés gravés dans ma tête et qui m'ont donné des frissons et qui peuvent me redonner des frissons quand j'y pense en ce moment. C'est contre qui? Un autre contre Arantxa Sanchez, qui va gagner d'ailleurs le tournoi sans perdre un set à Roland-Garros et qu'elle battra malheureusement
toutes les autres fois et ça sera sa dernière défaite contre elle. Ah, Et elle la battra après 4 fois de suite. la croco des cours au féminin, à Rangsa. Exactement, et qui a été numéro 1 mondial et qu'elle battra notamment dans un autre match qui m'a laissé un très bon souvenir au premier tour du Masters à New York où elle la bat à nouveau 7-6 au troisième, au Madison Square Garden. Et elle Incroyable. était championne du monde cette année-là, Rangsa Sanchez, en fin d'année. Un D'accord. autre match qui m'a laissé beaucoup de frissons aussi par rapport à son ambiance et par rapport au résultat de Julie dans le tournoi, c'est le tournoi de Los Angeles, où en quart de finale, elle bat Lindsay Davenport, en demi-finale, elle bat Mary Pierce, Ouais. et en finale, elle se retrouve dans un stade plein, et où j'arrive sur le court, et je me dis, et je me vois encore me dire ça dans ma tête, je me dis, Arnaud, regarde le court, regarde la finale, parce que tu vas pas en vivre énormément des moments comme ça, et c'est important de savoir les apprécier sur le moment pour pouvoir s'en rappeler. Et puis, un dernier moment très important, c'est sa victoire à l'Open Gas de France, lorsqu'elle bat 2 joueuses du top 5 mondial, Anke Huber et Iva Maioli, pour Ouais. gagner l'Open Gas de France à Paris. Et alors, attends, à Los Angeles, en finale, elle est contre qui et elle gagne? C'est ça? Non, elle perd en finale contre Serena Williams. Si je me rappelle bien, parce que je me rappelle de tous les matchs, elle perd, je crois, 6-3, 7-5. La toute jeune Serena à cette époque-là, quoi. Ouais, toute jeune, mais déjà, Coriace. je pense, dans les 3 meilleures joueuses mondiales, hein. Et quand elle sort Davenport, cette géante porte de. Elle est, elle est Ouais. impressionnante. Alors, moi, Julie, elle fait quoi? Elle fait 1,73, c'est ça, non? 72. 72. Quand elle Ouais. sort Davenport avec sa puissance, son service et tout, enfin, toi, en tant que coach, tu te dis beau boulot quand Ouais, même. ouais, ben, Tu ouais, dis ouais, pas. c'est ça qui est bien dans le tennis, si tu veux, c'est que bien qu'on ait vu que bon, bah, la taille sur le circuit masculin ou même sur le circuit féminin, forcément, en 30 ans, les générations sont plus grandes, ont gagné en gabarit, et puis maintenant, les joueurs de grande taille arrivent à beaucoup mieux se déplacer sur le terrain avec des meilleures techniques d'entraînement qui sont beaucoup plus appropriées au tennis. Mais on s'aperçoit que c'est encore possible au tennis d'avoir différents types de gabarits et que tout le monde ait encore une chance de jouer au meilleur niveau et que Ouais. des petits, des joueurs de taille intermédiaire ou des très grands puissent gagner des tournois de Grand Chelem aussi bien sur le circuit ATP que sur le circuit WTA. Et le titre à l'US Open en double avec Ai Sugiyama, tu l'as vécu comment? Bah, comme une grande joie parce que ça a été des derniers objectifs de Julie dans sa dernière année sur le circuit en 2000. Et on avait prévu de mettre en place cette association-là. Et le but, c'était de gagner un tournoi du Grand Chelem. Par la même occasion, elle a obtenu la place de numéro 1 mondial et d'être sacrée championne du monde en double à la fin de l'année. Donc c'est quand même un sacré titre d'être une athlète et d'être championne du monde dans une catégorie sportive. C'est pas donné à tout le monde. Et à la fois, elle a créé une association avec une joueuse. C'est pas uniquement le résultat sportif, c'est qu'elles ont créé une très bonne relation humaine entre elles. Ouais. Et ce sont des joueuses qui sont restées encore proches l'une de l'autre, qui communiquent et qui maintenant sont toutes les deux mamans et qui ont une véritable vie familiale. Tu disais avoir vécu le Masters au Madison Square Garden. Est-ce que les conditions du Master étaient exceptionnelles à vivre, un peu comme on peut voir chez les hommes à Londres, avec un service aux petits oignons? Est-ce que chez les femmes, c'était démesuré comme ça aussi? Oui, oui, c'est démesuré, ouais. Exactement, ouais, c'est démesuré. Et tu te C'est disais là. de- Ouais, pardon, vas-y. Non, 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 c'est démesuré, ouais, mais c'était démesuré et on parle de quelque chose d'il y a 20 ans. C'est exponentiellement démesuré maintenant de chaque année depuis 20 ans. D'accord. Donc, je te laisse même pas imaginer ce que ça peut être maintenant, jusqu'à cette fermeture du circuit qui est arrivée au moment d'Indian Wells. Après la gestion de la carrière de Julie, donc Julie, j'étais son manager au niveau de ses contrats. D'accord. Donc, j'étais pas seulement son entraîneur, j'ai négocié aussi ses contrats et j'ai organisé le mieux possible son sponsoring et puis ses communications avec la presse. Ah, c'est hyper intéressant ça. Est-ce qu'on peut commencer rapidement avec ça sur l'évolution de sa cote au niveau des contrats et comment tu t'es débrouillé pour être multicasquette à l'époque? Donc, c'est exactement ça. Donc, j'étais un peu multicasquette par rapport à Julie, mais c'est parce que je suis un peu, on va dire, polyvalent au niveau de mon métier dans le tennis et j'aime bien tout faire. Et d'ailleurs, si je reviens un peu sur la période des pyramides, j'avais même organisé un match exhibition entre Cédric Collin et Arnaud Butch. Et au moment où ils étaient en train de devenir des joueurs en équipe de France. Et ça, c'était un événement que j'avais monté aussi, qui avait bien marché au Club des Pyramides.
Et comme j'aime travailler, on va dire comme le boulot d'entraîneur, quand tu suis une joueuse ou un joueur sur le circuit, ça te donne 4 heures de travail maximum. Ben, ça ne suffisait pas à remplir mes journées. Je suis un mec assez actif. Et donc, c'est un peu par la force des choses et par ma motivation que j'ai eu envie de m'occuper aussi des contrats de Julie avec ses différents partenaires, Ouais. de lui trouver des badges un peu sur ses tenues et puis de continuer à garder une certaine fidélité qu'elle avait déjà auparavant avec Lacoste en vêtements Ouais. et avec Major Technifibre en raquettes. Et donc voilà, on a gardé de bonnes relations et on est plutôt des personnes qui vont travailler dans le long terme et qui attachent beaucoup d'importance à rester fidèles par rapport aux marques. Il y a des bonus quand on rentre dans les… quand on fait de bons résultats. Elle a dû exploser un peu ses bonus quand elle est entrée dans les 10, non? Oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'était sa meilleure année financière parce que ça lui a permis aussi de jouer le Masters en simple et en double en fin d'année. Et puis au niveau des contrats, elle avait une base de contrat un fixe. Et puis par rapport à son classement de fin d'année, forcément, elle avait des bonus. Ouais. Mais là, les montants ne me demandent pas parce que ça remonte il y a 20 ans et je ne m'en rappelle absolument plus là, des montants. Tu t'es formé sur le Mais tas, du c'est… coup, tu as des anecdotes relatives à ça ou qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tout ça? Non, bah, on va dire que ce n'est pas sorcier. Hein. Souvent, dans les agences de management, ce sont d'anciens grands joueurs de tennis qui s'occupent dans leur reconversion de gérer les carrières de joueurs ou de joueuses. Et c'est ce que j'ai été capable de faire aussi. Et c'est pas sorcier. La seule chose que j'aimais pas du tout, c'est quand tu négocies avec une marque, elle te laisse attendre parfois pendant plus de 6 mois avant de te donner une réponse. Et en général, je suis pas très patient à ce niveau-là. Donc ça, c'est la chose que j'aimais moins dans ce genre de job. Vous, Voilà. vous faisiez en Ouais. sorte d'avoir des marques qui véhiculaient des valeurs, vous faisiez gaffe à ça. Comment vous gériez cet aspect-là? Oui, bah, Julie était une fille plutôt reconnue en France, mais aussi bien connue au Japon parce qu'elle avait très très bien performé au Japon dans plein de tournois là-bas à Tokyo. Donc elle était presque plus reconnue en arrivant à l'aéroport à Tokyo qu'en arrivant à l'aéroport à Paris, à Roissy. Et comme sa dernière année de circuit, elle a réussi à être championne du monde avec une joueuse japonaise qui est Ai Sugiyama. Donc elle était une fille, une femme simple, humble, qui passait des valeurs qui étaient assez appréciées des Français. C'est pour ça qu'on avait des marques qui s'identifiaient bien par rapport à son image, telles que Lacoste, telles que Major Technifibre et Nike au niveau des chaussures, quoi. Donc voilà, des produits français, on va dire. Et en dehors, quelle boîte institutionnelle ou quelle autre marque vous accompagnait? Et ben là, il y avait donc à ce moment-là, c'était encore Gaz de France Ouais. qui avait fait un gros forcing pour aider l'équipe de France féminine de Fed Cup, pour leur donner un nouveau statut et les aider financièrement pour améliorer leur système de préparation, leur donner de meilleures conditions de préparation, qu'elles soient mieux logées, mieux entraînées, avec plus de stages de préparation avant les rencontres de Fed Cup. Et Julie était une des ambassadrices de Gaz de France et mettait au moins 5 journées dans son agenda chaque année pour aller visiter des antennes Gaz de France et parler un peu de son expérience et pouvoir échanger avec les salariés de Gaz de France dans les différentes régions de France et puis aussi remettre aux gagnantes le trophée par des tournois aussi de catégories moins importantes que les tournois du Grand Chelem. Il y avait des tournois ITF aussi qui étaient sponsorisés par Gaz de France. Et D'accord. Julie venait remettre les prix aux vainqueurs. Et elle a été aussi l'ambassadrice après, elle a continué même après sa carrière, pendant au moins 5 années à être l'ambassadrice du tournoi et être sur le village Gaz de France pendant l'Open Gaz de France au stade Pierre de Coubertin, un tournoi qui était organisé par IMG. Pour avoir l'image de Julie, juste une fourchette, c'était à partir de combien? Et c'est quoi? C'est des contrats à l'année ou comment ça marche? Au niveau des tarifs, Ouais, franchement, je les ai plus trop en tête, là, les chiffres, parce que ça remonte il y a plus de 20 ans. Je peux pas donner des chiffres comme ça parce que vraiment, ça m'est complètement sorti de la tête. ok. Mais je pense que 20 ans après, c'est peut-être multiplié par 10, quoi. Comme tu côtoies le circuit quand même encore aujourd'hui, a priori, avec Venara Zvonareva, je ne sais pas sur combien de tournois tu l'as accompagné, mais Sur une dizaine de tournois. quelles évolutions majeures tu as vues en termes de, je ne sais pas, infrastructure, services, depuis les années 2000? Qu'est-ce que tu as noté comme évolution les plus importantes? J'ai vu déjà que les prize money avaient été multipliés par 2. Tiens, tiens.
Même plus, non? Ouais. Bah, peut-être plus. Moi, j'ai l'impression que 2, c'est déjà beaucoup, mais peut-être plus, peut-être par 4. Donc, on atteint des sommes absolument effarantes, démesurées à mon avis. J'ai vu que bah, les installations, que tous les grands chelems avaient revu bah, leur système d'organisation, que les surfaces en mètres carrés avaient quadruplé, triplé, que les espaces de conditions physiques étaient bien mieux qu'avant. Donc ça, c'est un point positif pour Ouais. permettre aux joueurs et aux joueuses de s'entraîner dans de meilleures conditions au niveau de la condition physique. Donc ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qui manquait énormément. J'ai vu qu'il y avait des cours principaux aussi de taille beaucoup plus importante, ce qui permettait aux fans bah, de voir leurs joueuses et joueurs dans les meilleures conditions possibles. Puis j'ai vu que bah, on gâtait l'élite du tennis mondial de plus en plus et que c'était important de leur faire plaisir et de les avoir près d'eux, quoi, que la WTA faisait vraiment le maximum pour faire plaisir aux joueuses, quoi. Ce qui paraît dingue, c'est que Julie a pris sa retraite en 2000, au moment où elle est Ouais, numéro 1 mondial en double, elle gagne l'US. Ça paraît assez ouais. intuitif. C'était quoi la raison de ce retrait, quoi? Alors, c'est le seul regret que je vais avoir par rapport à la carrière de Julie, parce que dans mon plan de carrière avec elle, je pensais qu'elle allait faire une dernière année suite à sa réussite en double, tout en étant quand même en fin d'année 13e joueuse mondiale en simple. J'aurais voulu et je lui ai proposé qu'elle fasse encore une dernière année en se consacrant en simple et en essayant de viser un résultat, une victoire en simple sur un des 4 tournois du Grand Chelem. Et c'était pas son plan, quoi. Ça lui a pas plu. Non, ça lui a pas plu et j'ai pas du tout insisté, je lui ai proposé. Et le fait d'avoir été numéro 1 mondial, ça lui avait demandé énormément d'investissement et d'énergie. Parce que jouer en double, autant si physiquement c'est peut-être un peu moins demandeur, autant nerveusement c'est quelque chose qui peut être encore plus dur que le simple. Autant dans sa progression, dans cette année où elle est arrivée numéro 1 mondial en double, elle s'est fait progressivement puisque à Melbourne, elle a atteint les quarts de finale, à Roland-Garros, les demi, à Wimbledon, la finale, pour ensuite gagner à l'US Open et terminer numéro 1 mondial. Donc je pense que dans sa tête, déjà depuis très longtemps, elle s'était dit qu'à l'âge de 30 ans, c'était le bon moment pour fonder une famille et avoir des enfants. Et c'était quelque chose déjà très clair et qu'elle avait déjà peut-être même prévu 10 ou 15 ans auparavant. J'ai lu dans un article, et pour avoir fait un épisode avec Sam Sumik, il disait que tu étais un gars avec qui il aimait beaucoup échanger pour avoir ton retour, ton point de vue. Qu'est-ce que tu apprécies chez Ouais. en tant que coach, en tant que vraiment homme de terrain, quoi? Qu'est-ce que j'apprécie chez les autres coachs ou Non, chez Sam en particulier, en tant chez que coach. Sam? Alors, c'est bien que tu me parles de ce sujet parce que je suis un entraîneur qui essaye tous les jours, par les réseaux sociaux, par les nouveaux moyens qui ont été mis à disposition sur Internet, par toutes les vidéos qu'on peut aller chercher sur YouTube ou même sur Instagram, ou qui essaye de rester au contact de tout ce qui peut te permettre de t'améliorer dans ton travail, de rénover un peu tes techniques d'entraînement pour rester à la pointe. Malheureusement, sur mes années d'expérience au niveau français, j'ai pas eu envie et j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec aucun entraîneur français parce que je le sentais pas et c'était comme ça. Et Sam Sumik était le seul entraîneur français avec lequel j'ai eu beaucoup d'échanges et avec lequel je lui ai beaucoup donné lorsque sa première joueuse, lui aussi, c'était sa joueuse Méline Tu et avec laquelle il s'est marié après. Ouais. Donc on a eu un parcours similaire à ce niveau-là. Et dès qu'il est arrivé, je lui ai dit, parce que je l'ai bien senti, je lui ai dit, viens voir comment on s'entraîne, viens voir quel exercice de condition physique on fait. Et je l'ai laissé rentrer dans notre organisation. Je lui ai ouvert la porte et j'ai été complètement transparent avec lui D'accord. parce que j'ai senti que c'était un mec honnête, respectueux. Et j'ai senti que s'il pouvait faire la même chose avec moi, il le ferait de la même manière. Et c'est grâce à lui que j'ai pu remettre les pieds sur le circuit après 20 ans d'arrêt pratiquement. Et c'est Vera Zvonareva qui l'avait entraîné avant, qui est rentré en contact à nouveau avec lui, qui lui a dit, écoute, en ce moment, j'arrive pas à trouver un entraîneur normal. Est-ce que tu connais un mec qui pourrait m'entraîner? Et elle a dit, bah, tiens, téléphone à Arnaud Ouais. et puis essaye de voir s'il peut être disponible. Et puis c'est pour ça que je me suis remis en contact, remis sur le circuit avec elle et puis que j'ai eu à nouveau cette très bonne expérience avec une joueuse qui est tout à fait hors du commun aussi.
Ouais, une joueuse qu'il a coachée, il me disait que ce qui était incroyable quand il l'avait coachée, c'est qu'il se sentait l'élève et elle la coach, tellement elle était demandeuse sur le cours. Ouais, mais c'est ça qui est très bon et une de mes devises, c'est quand on est en tandem avec un joueur ou une joueuse, c'est pas de dire: «Le coach est bon et va mettre la joueuse à un bon niveau», c'est l'inverse. C'est si la joueuse a les qualités qu'il faut et si elle est demandeuse, c'est elle qui va rendre l'entraîneur un bon coach. Ça va dans l'autre sens, Ouais. l'échange. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et si je reviens sur les qualités de Sam, c'est que c'est un mec très nature, très ouvert, très motivé. Et justement, on se rejoint sur ce dont j'avais parlé au début de l'interview. Lui aussi a eu une expérience et il habite aux États-Unis maintenant depuis très très longtemps. Et on a ce même état d'esprit, c'est-à-dire à la fois une attitude très positive, de donner le meilleur de soi-même et de privilégier le travail fait de manière intelligente. Et donc, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et c'est pour ça qu'on s'est encore parlé hier et qui m'a parlé de sa dernière expérience avec Pavlyuchenkova et que là, à nouveau, il prend un petit peu de recul et que je pense qu'on devrait le revoir d'ici peu sur le circuit parce que c'est sa place et c'est son domaine de prédilection et c'est sa passion et qu'il a encore beaucoup de choses à donner. Tu disais que avec Julie, tu te souvenais de chacun de ses matchs. Ça paraît dingue sur 10 ans. Comment t'expliques un truc pareil? Ben, c'est que je suis un mec très, très motivé, passionné, intègre et que j'ai pas manqué un point, c'est 12 victoires en simple et de ces 14 victoires en double. Et il y a que les une ou 2 premières années où je travaillais encore à mi-temps en pyramide, que j'étais pas encore sur tous les tournois avec elle, mais qu'au bout de 2 ans, quand elle était demandeuse et qu'il fallait vraiment s'investir à fond, que je suis allé, à 100 sur le circuit avec elle. Mais je me rappelle de tout. Donc je me rappelle mieux qu'elle pourrait se rappeler de certains matchs. Je peux lui ressortir une victoire, un nom, un score à tel endroit, telle année. Si tu devais adresser un message de ton expérience à quelqu'un qui rêve de devenir coach sur le circuit, tu lui dirais quoi? Je lui dirais d'y aller uniquement s'il a le feu en lui, la passion du tennis et la passion du sport en général. Je lui dirais d'être le plus ouvert possible sur l'extérieur pour essayer de s'améliorer tous les jours. Et je lui dirais d'être respectueux de la même manière dans la défaite ou dans la victoire par rapport à la personne qui l'entraîne et d'avoir le moins de doutes possible quant à la réussite future de la personne avec laquelle il est en train de travailler. Est-ce que tu as une anecdote vécue avec Roger, Rafa, Djoko, enfin, ou des légendes qui ont marqué un peu ce sport en dehors du cours? Alors, comme anecdote, si on retrace un petit peu mon parcours, mais si on va sur le début de mon parcours, Ouais. quelque chose dont j'ai pas pu te parler auparavant, c'est que j'étais le sparring partner pendant un mois avant Roland Garros de Guillermo Vilas. Ah ouais, c'est bon ça. Et ouais, ça, c'était très bon et ça fait partie de ma formation. Ça a été un des gros points forts avant de passer mes diplômes d'entraîneur, de voir vraiment ce qui se passait dans la tête d'un champion, à la fois quand il était sur le court ou dans la manière dont il se préparait et comment il façonnait sa journée et quels étaient ses objectifs à l'intérieur de chacun de ses entraînements. Et j'ai une anecdote très intéressante à te donner. Une fois, il m'appelle à minuit du soir, un dimanche soir, alors que j'étais déjà depuis 1 ou 2 semaines son sparring. Il venait de perdre une finale à Barcelone contre Mats Wilander en 4-7 sur terre battue. Il était à peu près, je crois, à 2 ou 3 semaines de Roland Garros. Et il me dit, Arnaud, demain matin, il va pleuvoir à Paris, la météo est pas bonne. Tu vas réserver un court couvert au tennis club d'Aubervilliers et on va s'entraîner pendant 6 heures à partir de 9 heures du matin. Et le mec, il est arrivé, il a voyagé toute la nuit pour revenir de Barcelone, il perd en 4-7 dimanche, et à 9 heures du matin, il est sur le court, il place ses 12 raquettes les unes à côté des autres, et on démarre l'entraînement. Comment tu as Ouais. été en contact avec ce gars-là? Alors, comment j'étais en contact? C'est une bonne question. Il me semble que je m'entraînais à un moment dans un club qui s'appelait, à Issy-les-Moulineaux, qui s'appelait Vitis, qui était l'association de 3 personnes. Vi comme Villas, Ti comme Thiriac, et la fin du mot, je ne peux pas te dire quel était le troisième joueur. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est un ancien bon joueur suisse, mais j'ai du mal à me rappeler de son nom. Et en m'entraînant là-bas, Villas s'entraînait là-bas. On voyait taper la balle et puis on a créé un contact tous les deux. Et de là, il m'a demandé d'être son sparring pendant un mois. Tu as appris quoi de particulier à son contact? Du coup, tu disais que ça t'avait Bah, vraiment ça ta formation.
j'ai appris la détermination, le travail, qui est pas un truc inné chez les Français. J'ai pas peur de le dire, parce qu'en général, quand on travaille beaucoup en France, on est plutôt montré du doigt d'une manière négative, ce qui est très dommage. J'ai pas honte de le dire. Et c'est un travailleur, c'est un mec humainement qui est irréprochable, beaucoup de respect et qui a tout donné à son sport et qui est une personne incroyable. Et ça m'a montré ce qu'il fallait donner au niveau de l'effort, au niveau de la générosité, au niveau de l'engagement journalier pour pouvoir atteindre le meilleur niveau, quoi. Et après, si tu veux, je peux te parler encore d'une très grande expérience aussi qui m'a façonné dans mon métier. Ah oui, C'est que j'ai été au contact d'un entraîneur aussi que j'ai beaucoup apprécié, qui a été beaucoup adulé, beaucoup décrié, en la personne d'Henri Dumont, qui était l'entraîneur de Cédric Pioline quand Cédric Pioline a atteint la finale de l'US Open. Et un peu comme de la même manière, comme j'avais pris Sam et que je lui avais dit, viens voir ce qu'on fait à l'intérieur de ma cellule, je t'ouvre les portes et tout, il n'y a pas de problème. Henri Dumont a fait la même chose avec moi quand j'entraînais déjà Julie depuis longtemps. Il m'a fait ressentir des nouvelles choses dans la manière d'entraîner, dans la manière de communiquer. Il travaillait beaucoup avec une technique d'entraînement qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique, qui m'a ouvert des nouvelles portes dans ma manière de travailler. Et j'ai eu la chance de suivre à ses côtés dans la boxe les 7 matchs de suite l'année où Cédric a fait finale à l'US Open. Et là, j'ai eu donc la possibilité à la fois dans les préparations et dans les échauffements de match d'être avec eux et d'être dans la boxe. Et de temps en temps, il me parlait, il échangeait, il me disait ce qu'il ressentait par rapport au match. Et c'est des moments où j'ai le plus appris pour pouvoir après me former ma propre personnalité et mes propres techniques d'entraînement. c'était en quelle année? 98, non? Je crois qu'il a fait finale 2 fois contre Sampras à l'US Open. Je me demande si on n'est pas vers les années 96 ou quelque part par là. Français. D'accord. Ouais, faudra regarder. Waouh. Sur la Ouais, précarité du métier d'entraîneur dont on parlait au téléphone, quel ouais, est ça ton, c'est bien. c'est plus que jamais d'actualité. Quel est ton regard sur le sujet en rapport au confinement où on voit que voilà, les entraîneurs ne perçoivent pas de salaire ou même sur le circuit où l'entraîneur peut sauter à tout moment. Voilà, quelle est ton approche sur ce sujet? Alors, je pense que sur le circuit, on peut voir tout et n'importe quoi. Donc, malheureusement, même en 2020, le métier d'entraîneur est un métier pas du tout protégé par la loi du travail au niveau mondial, même aux États-Unis, qu'il n'y a aucun syndicat sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir des droits, pour être protégé, pour pouvoir survivre justement dans des périodes de crise telle la crise du Covid-19, la crise sanitaire qu'on subit de plein fouet depuis mi-mars. Et que malheureusement, je pense que c'est aussi notre faute, qu'on aurait dû prendre notre destin en main, qu'on aurait dû aller vers l'association des joueurs, vers l'ATP ou vers la WTA depuis au moins 30 ans, créer un syndicat, avoir des droits, mais personne ne l'a fait parce que tout le monde a vécu sur un nuage. Quand tout va bien, et ben, on avance comme ça dans l'inconnu et puis que du jour au lendemain, tout s'écroule et que c'est pas aux joueuses que seulement à elles d'assurer les revenus lorsqu'elles ont plus aucun revenu sur le circuit. Bien que je pense que certaines joueuses devraient, pendant un laps de temps à déterminer, pouvoir au moins assurer 50% des revenus pour celles qui peuvent se le permettre, pour des joueuses au moins dans le top 50 mondial qui ont mis suffisamment d'argent de côté et qui sont capables quand même, on va dire, d'aider les personnes avec lesquelles elles travaillent et qui leur permettent d'atteindre le meilleur niveau. Et c'est aussi grâce à ces personnes-là qu'elles ont pu avoir des revenus de ce niveau-là. Donc il y a 2 problèmes. Je pense, un, le fait qu'on n'ait pas eu et créé une organisation professionnelle pour défendre le droit de travail des entraîneurs, c'est un problème. Ouais. Et je pense que les joueuses, en tout cas, ne font pas face à leurs responsabilités et sont plutôt petites joueuses à ce niveau-là. Après, avec Sam, vous faites partie de la team qui a un positionnement différent de certains. T'en as qui sont au chaud, entre guillemets, à la Fédé, où quelque part, Mhm. tu peux prendre le chômage. Et tu as le parti pris du coach indépendant qui est sous la guillotine tous les matins en allant sur le cours.
Ouais. auprès de ton joueur, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que Sam, il est pas à la fédé et moi non plus. Donc, on va dire un système protégé et puis tu pas trop de soucis à te faire, soit au niveau des résultats par rapport aux joueurs, aux joueuses que tu entraînes, ou soit tu es sûr d'avoir le salaire qui tombe à la fin du mois. C'est pas quelque chose qui nous passionne. Nous, on a le goût du risque, on a le goût de se remettre en question. Et quand je partais avec Julie sur le circuit, il n'était pas question qu'on se prenne 3 premiers tours de suite, parce que dans ce cas-là, peut-être qu'elle allait mettre la clé sous la porte et que la structure, comme une PME, une petite entreprise, allait faire faillite. Et dans ce cas-là, elle aurait dû changer de métier. Mais c'est ça qui nous passionnait. Et c'est pour ça que Julie se prenait pratiquement jamais de premier tour dans les tournois, parce qu'on savait se remettre en question et on n'avait pas le choix. Une saison avec Julie, ça coûtait combien en moyenne? Comme ça, je peux pas trop te dire, j'ai pas trop le chiffre en tête. Je peux pas trop te dire, mais je sais pas, je dirais une enveloppe de 100 000 dollars à peu près entre les différents intervenants, entre les soins, entre les frais de déplacement, les frais d'hébergement qui par moment, à ce moment-là, il y a 20 ans, étaient beaucoup moins pris en charge que maintenant. Je pense que c'est minimum 100 000 dollars. Bon, l'avantage, c'est que vous pouviez faire chambre commune. Exact. Au lieu de prendre 2 chambres, on n'avait qu'une seule chambre, avec un grand lit. Un king size bed, comme on dit aux C'est États-Unis. bon, ça. Tu voulais nous parler d'une autre tranche de vie qui était ta période de consultant, c'est ça? Ouais, donc j'ai eu une période en même temps que. Donc après la période de Julie pendant 10 ans, dès qu'elle a fini sa carrière, elle a été contactée par des chaînes câblées comme TPS Multivision, Eurosport, où elle a été aussi contactée par Canal+. Et on a formé un tandem tous les deux. Je commentais les tennis masculins Ouais. et elle commentait le tennis féminin. Donc moi, j'ai commenté pendant presque 10 ans sur Eurosport et elle a commenté pendant un peu plus de 3 ans sur Canal+ et Eurosport. Et on a fait tous les deux les tournois des grands chelems comme Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, que Julie a fait avec plaisir, mais il fallait qu'elle se pousse un peu car c'est pas vraiment sa tasse de thé au départ, on va dire, de parler comme ça et d'être écoutée. Mais tout ce qu'elle disait, je pense que c'était assez juste et elle touchait la vérité à chaque fois par rapport au jeu. Toi, tu étais en binôme avec qui sur Eurosport? Alors, j'étais avec un journaliste qui s'appelle Frédéric Laville. On formait un bon tandem tous les deux. Je me rappelle notamment d'un quart de finale que je commentais sur le central avec lui à Roland-Garros. Match en 5-7 entre Hicham Arazi et Cédric Pioline. Et c'est Cédric qui avait gagné, mais il avait eu chaud. C'est bon, ça. C'était un très, très, très beau match. Fantastique. Et puis, je me rappelle aussi des matchs de Wimbledon où il y avait Rafter qui a très, très bien joué. C'est l'année où Ivan Isevic avait remporté le tournoi de Wimbledon. All right. Donc, après cette période-là, donc après les années 2000, je me suis retrouvé en Suisse. Là, on était déjà depuis 2-3 ans. Et puis, j'ai eu une nouvelle période. J'ai été à nouveau nommé comme directeur du centre tennis du Tennis Club de Nyon. Ouais. Et là, je suis un peu revenu sur ce que j'avais moins fait auparavant, c'est-à-dire j'ai travaillé plus à nouveau avec des juniors, des jeunes, en partant du kids tennis jusqu'au tennis compétition et en donnant pour la première fois de ma carrière des cours privés aussi Ouais. pour avoir un complément de revenus par rapport au poste qui m'était proposé. Et donc, je me suis mis à faire beaucoup de terrain, c'est-à-dire à faire, on va dire, facilement 20 heures de cours privés par semaine et 20 heures de coaching sur les groupes de l'école de tennis, tout en organisant aussi pendant l'année, pendant les 10 semaines de vacances scolaires, des stages, Ouais. aussi bien des stages compétition, des stages loisirs. Et donc, c'était une nouvelle période de ma vie où j'ai fait beaucoup de terrain, chose que je n'avais pas fait beaucoup auparavant, Ouais. mais qui était très intéressante. Et j'ai touché à la formation des jeunes, des plus petits jusqu'aux juniors. Et je me suis affiné dans cette partie-là de job que je dominais moins que la partie haut niveau et de l'élite et arriver à mettre quelqu'un qui est déjà formé, puisque Julie avait déjà 18 ans quand j'ai commencé à travailler avec elle. Elle avait été formée par Christophe Dumas. Et c'était un complément important et qui m'a donné une touche supplémentaire. Et cette touche-là, je l'utilise maintenant beaucoup avec Vera Zvonareva et elle me sert beaucoup. D'accord. Et ça me permet de temps en temps d'aller toucher quelques détails au niveau de sa technique, chose que je n'avais pas faite avant avec Julie. Ouais. Et si j'avais pris Julie maintenant, j'aurais été, je pense, encore un meilleur coach pour elle. Tu dis que ça devait aussi être donc
pour toi, c'était un complément de formation technique, tout ça, mais c'était aussi un complément en termes financiers. Et Ouais. c'était pas trop hard enfin, mentalement. Comment tu l'as géré de passer à certaines semaines avec Julie où vous allez pouvoir empocher 50, 100 000 et plus dollars à Ouais. l'époque, à Ouais. des mois où finalement tu vas faire 10 000. 50 heures semaine et tu vas Ouais, prendre ouais. seulement 2 000 euros, quoi. Ouais, exactement. Sauf qu'en Suisse, bon, les salaires sont plus importants par rapport à la France. Et comme tu dépenses la même chose que ce que tu gagnes, donc finalement, à l'arrivée, ça revient presque au même, mais tu as quand même un confort de vie et une sécurité qui est quand même tout à fait appréciable. C'est vrai que ça m'a pas posé trop de problèmes que de retrouver une base de salaire, on va dire, raisonnable, de retomber les pieds sur terre, d'être apprécié pour ce que tu fais, ce que tu donnes. Ouais. Et à partir du moment où tu es passionné comme je le suis pour le tennis, c'est pas tellement l'argent mon moteur, mais c'est de faire le métier que j'aime et de réussir à faire partager toute mon expérience que j'ai eue avant sur le circuit avec une nouvelle génération de joueurs et des jeunes qui vont avoir du plaisir et qui peut-être grâce à moi se rappelleront de moi et même s'ils ne deviennent pas de grands joueurs, pourront pratiquer le tennis toute leur vie et peut-être aussi se créer des contacts au niveau professionnel à Et- travers le tennis. Donc c'est comme ça que je voyais les choses. Mais c'est vrai que j'ai coaché aussi pendant un peu plus d'un an une joueuse junior qui se lançait sur le circuit, Stéphanie Cohen-Alro. ouais. Et c'est vrai que quand je passais d'un quart de finale de Grand Chelem avec Julie, que je me retrouvais dans un 25 000 dollars avec Stéphanie Cohen-Alro en allant à l'hôtel Campanile et tout ça, donc il fallait le gérer. Ou alors quand j'étais à Hong Kong dans un tournoi où il faisait 50 degrés et qu'elle était en finale, mais qu'elle a réussi à gagner la coupe et tout, ben, ça me donnait presque autant de plaisir, si tu veux, qu'elle lève le trophée. Et je me disais qu'à chaque fois que j'allais entraîner un joueur ou une joueuse, ben mon objectif le plus important, c'est qu'elle réussisse au moins une fois dans son année à lever le trophée. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc après, donc au club de Nyon, bah, c'était très enrichissant, mais j'ai mal vécu les rapports avec les parents, Ok. très mal vécu. C'est la seule chose qui m'a posé problème, c'est d'entendre à longueur de journée les parents qui te disent mon fils c'est le meilleur, je veux qu'il soit dans le meilleur groupe à la meilleure heure et avec le meilleur entraîneur. Et tu as 50 parents qui te répètent ça à longueur de journée. C'est un truc de dingue. Et tu reçois 350 emails par semaine tout en étant 40 heures sur le terrain, donc déjà pour faire ton job. Ouais. Tu as un peu d'administratif à faire à côté, genre de demi-journée, et tu dois répondre à 350 emails. Donc cette partie-là, je ne te cache pas que ce n'était pas celle qui me faisait très plaisir. Et tu voulais nous Donc parler ça, de c'était ma l'expérience avec Johnny Mac. Et Johnny Mac, alors, eh ben, lui, je l'ai rencontré dans les cabines de commentateurs. J'avais un ami sur le circuit qui était coach de joueuses américain Ouais. qui me l'a présenté. On a lié sympathie. Pour moi, John McEnroe, c'est le meilleur commentateur au monde par sa personnalité, par le niveau de jeu qu'il a eu, par sa sensibilité et par son côté passionné. Donc, c'est ce mélange-là qui, vraiment, quand j'écoute un match de tennis avec lui, c'est comme si je suis en formation de coach, quoi. Le gars, il ressent tout exactement au moment T et il est capable d'anticiper le score parce qu'il ressent ce qui se passe sur le court avant que le score évolue, quoi, pour l'un ou pour l'autre des deux joueurs. Et je me suis pas mal inspiré de lui parce que j'ai pas mal de sensibilité aussi, je crois. Et j'essaye d'être en avance par rapport au score et dire aux téléspectateurs ce que je ressens lorsque je vois un match. Et pourquoi tu as arrêté de commenter du Et coup? comment? Pourquoi tu as arrêté de commenter du coup? Ben parce qu'à un moment, Julie, elle voulait arrêter. Donc, comme on était un peu en association tous les deux en tandem, et puis on va dire que les chaînes de télévision sont allées chercher de nouveaux joueurs ou de nouvelles joueuses Ok. qui venaient juste d'arrêter leur carrière. Et puis, si on revient sur McEnroe, j'ai été à un ou deux concerts avec lui, puis on a passé des moments uniques ensemble, car c'est non seulement il aime bien le tennis, mais il aime bien la musique. Ouais. C'est un passionné de musique. Et puis, on est allé une fois voir à Paris le concert de Guns N' Roses. Ouais. Et en arrivant en backstage, on est tombé sur Lenny Kravitz et Vanessa Paradis. Sympa. Ouais, qui étaient tranquilles, allongés sur la pelouse en attendant le début du concert. C'était en quelle année? Ben, je pense dans les années 2000, comme ça, je dirais au feeling.
Parce qu'il y a une année où les Guns Roses ont joué à Paris, ils étaient logés au Crillon et ils ont saccagé leur suite d'hôtel. Ils ont déchiré les rideaux, machin, et ils ont dit pas de souci, on paye. Combien on vous doit, on paye. Ah ouais, c'est vrai. Des vrais rockstars, Mais quoi. alors, McEnroe était peut-être dans le même hôtel, c'est les Crillons. Ah oui, le Crillon, c'est Place de la Concorde. Ouais. Et McEnroe était à l'hôtel Place Vendôme. Est-ce que tu connais le nom de l'hôtel? Le Ritz. Voilà, il était au Ritz, lui. Oh, sympa aussi, hein. Ouais, ça peut aller. Et alors, Donc, Lenny? c'est pour ça qu'ils ont rénové le Crillon, là, depuis 2 ans. Ah, ça leur a mis un bout de temps, ouais. Et Ouais. McEnroe est pote avec Kravitz? Non, je crois pas qu'ils le connaissaient, mais ils ont parlé un petit peu ensemble. Je pense que Kravis devait bien connaître McEnroe. Et puis après, on a assisté au concert et tout, quoi. C'était cool. Pendant ce temps-là, toi, tu parlais à Vanessa. Non, pas trop, parce que je chantais Kravitz, il était un peu jaloux. Et le mec, il est assez costaud, hein. Ouais, c'est une belle. J'adore la musique de Lenny Kravitz. Ah, moi aussi, je suis fan. Je l'ai vu à Ouais, Atlanta quand je faisais mes études aux US et dans un théâtre. C'était exceptionnel. ouais, c'est faramineux, ouais. Alors, pour terminer, Arnaud, quelle est ta force à toi? Quelle est ta singularité? De jamais douter, d'être toujours positif dans le travail et dans l'attitude, et d'énormément travailler et de rester à l'écoute de ce qui se passe autour de moi et de prendre le meilleur de ce que je peux trouver autour de moi et d'essayer de me refaire ma propre sauce avec ce que j'ai accumulé comme information pendant 40 ans. Le plus gros regret de ta carrière, c'est quoi? De ne pas avoir entraîné Mikael Yodra. Il le sait? Il le sait. Il n'est pas venu te chercher, cet enfoiré. Pour pas dire autre chose, ouais, parce que c'est Andouille ou Stockard. Non, il n'est pas venu me chercher, non. Et pourtant, il a été très proche de nous. Il a même participé à certains entraînements de conditions physiques. On a eu plusieurs entraîneurs de conditions physiques. On avait notamment un préparateur qui prenait Julie sur 3 fois une semaine dans l'année uniquement sur le physique. C'était vraiment un stage hors du commun. Et il a fréquenté un peu cet entraîneur, Michael, quand il avait 15, 16, 17 ans. Et j'étais, moi, persuadé que par le fait que je l'ai formé avant, par le fait que je l'avais emmené aussi chez Bolitieri, parce que je suis retourné chez Bolitieri avec Julie Ouais. euh, pour préparer l'Australie plusieurs fois avant d'aller en Australie. D'ailleurs, Julie a fait plusieurs matchs d'entraînement avec Hicham Arazi. Tu vois, il y a plusieurs souvenirs qui me reviennent au fur et à mesure en tête. Hicham est un joueur qu'on connaît très bien et Ouais. que Julie battait de temps en temps à l'entraînement sur un set. C'est Ok. pour ça qu'il ne faut pas trop dénigrer le tennis féminin non plus. On entend parfois qu'une joueuse n'est pas capable de jouer à un bon niveau, ce qui n'est pas pour moi pas du tout vrai. Si on revient sur Michael, j'étais vraiment sûr qu'il allait tenter au moins sa chance avec moi, mais pour différentes raisons que j'ai jamais pu savoir parce que je lui ai posé 10 000 fois la question, mais il n'a jamais pu décider de venir s'entraîner avec moi. Et je pense qu'il y a eu plusieurs raisons, que j'ai plusieurs pistes. Je peux les donner peut-être un peu maintenant, mais j'en suis pas sûr non plus. Est-ce que tu veux que je te les donne? Allez, si c'est pas trop Allez, on y compliqué. va, on prend des risques. Puis Allez. on appellera Michael pour savoir si j'ai un peu raison ou pas. Je Yes. pense qu'il était très proche de la fédération à ce moment-là et qu'il jouait sa place en équipe de Coupe Davis. Et comme Sam était à la fois un entraîneur et une personne qui était hors du système fédéral, Sam Sumik, et que moi, j'étais exactement un peu la même personne à ce niveau-là, dans mes rapports par rapport à la Fédé, je pense qu'il a eu peur en s'associant avec moi de perdre certains avantages qu'il avait déjà à la fédération au niveau financier, ou au niveau même de peut-être une place éventuelle en sélection, ou de perdre un peu les entrées qu'il avait au niveau fédéral. Ça, c'est une des raisons. D'accord. Après, une deuxième raison, je pense que je lui faisais peut-être un peu peur au niveau de mes méthodes de travail, au niveau de ma détermination dans mon système d'entraînement. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle il n'est pas venu vers moi et qu'il voulait aller vers un système d'entraînement où il privilégiait plus le rapport amical avec son entraîneur plutôt que la méthode de travail. Et c'est le choix d'ailleurs qui a été fait dans cette génération-là de joueurs, Ouais. où les très bons joueurs de sa génération privilégiaient plus un bon copain qu'un bon entraîneur. C'était leur choix avant tout. Bah, tu vas rire, ce matin, j'étais avec Rémi Barbarin en interview, qui Ouais, que je a, connais bien. qui a accompagné 8-10 mois, je crois, Mika. Et alors?
Bah, et alors, non, c'était juste pour faire le parallèle Ouais, ouais. qu'ils étaient très Mais potes. Et à la fois, bon, Rémi, je pense que ça reste un coach qui l'a poussé dans ses retranchements, évidemment. Mais que, comme tu dis, il y avait peut-être cette relation de proximité au niveau de l'âge aussi, j'en sais rien. ouais, Euh, ouais. bon, Et voilà. donc, et donc la relation plutôt ami-ami, Peut-être, ouais. plutôt que coach-joueur. C'est possible, ouais. C'est possible. Et que moi, dans ma manière de travailler, de ma génération, on m'a inculqué des valeurs qui sont plutôt celles. Si tu travailles bien, on va être copains. Alors que leur génération à eux, c'est si on est copains, on va peut-être avoir une chance de bien travailler. Ouais, d'accord. Ça va dans l'autre sens. Ouais. Quel est l'échec qui t'a le plus appris? Alors, c'est marrant, je dois avoir une mémoire sélective parce que je ne me rappelle pas trop de mes échecs. L'échec. En tant que joueur ou au niveau professionnel ou Bah, je dirais n'importe les deux. lequel des deux. Ouais, les deux. Les deux, ce qui te vient. J'ai eu un échec une fois qui m'a beaucoup marqué, mais en même temps, c'était une performance. C'est que j'ai joué contre Patrick Proisy quand j'étais -30 français, qui était numéro 2 français, dans un tournoi du circuit Marlboro à 7. Et que c'était à ce moment-là un peu mon entraîneur aussi. Et je vais te raconter une anecdote qui va être assez marrante. C'est que je m'étais entraîné en début de semaine avec lui et j'avais perdu 6-2 ou 6-3. J'étais sorti du cours et je lui avais dit: «Tiens, tu trouves pas que je joue un peu mieux en ce moment, que c'est un peu plus serré et tout ça?» Et il m'avait dit: «Non, non, t'inquiète pas, quand je veux faire l'écart, je le fais quand je veux». Et par hasard, au tirage au sort, je le rejoue en demi-finale à 7, 5 jours plus tard et j'ai perdu en 4 heures et demie de match, en 3-7, 18 au troisième et j'étais à 2 points du match en menant 8-7 au troisième set et 15-30. Et c'est un match qui m'a beaucoup marqué parce que c'était la première fois que je jouais contre un joueur aussi haut, aussi bien classé. Ouais. Je suis sorti complètement lessivé du cours parce que j'avais déjà joué un match le matin et j'étais passé par les qualifs le jeudi, vendredi. Et j'avais mis, je me rappelle, une bonne semaine pour récupérer du match, tellement j'avais donné. Mais c'était à la fois un échec parce que ça m'aurait fait tellement plaisir de battre un joueur de Coupe Davis dans un tournoi officiel français, mais en même temps, une tellement belle performance d'avoir fourni un beau combat, quoi. Ta plus Voilà. grande fierté, ton plus bel accomplissement? C'est ce parcours de Julie entre ces 2 matchs références, entre la défaite de Steffi et l'avoir battue dans les mêmes conditions et la même joueuse 5 ans plus tard et de sortir, que Julie sorte vainqueur sur le terrain. Ça représente 5 années de travail et ça représente de perdre à quelques points contre la meilleure joueuse mondiale et de la battre 5 ans plus tard. Et à la fois pour elle et pour moi, ça représente, notre parcours, le succès dans notre association et dans notre travail. Juste, petite parenthèse, chez les hommes, je sais qu'il y a des minimums garantis pour aller sur les tournois qui sont assez impressionnants quand tu es dans les 10 premiers mondiaux. Est-ce que c'était pareil Mmh. chez les femmes? Ouais, c'est pareil. Et du coup, Julie a pu en bénéficier. Je crois qu'à son époque, elle en a pas bénéficié Ouais. parce que c'était pas, quelque chose d'officiel. Mais je sais que récemment, je peux pas te dire quand exactement, la WTA a reconnu, comme sur le circuit ATP, ces gains pour inciter les meilleures joueuses mondiales à participer dans des tournois de deuxième catégorie le plus possible, pour promouvoir ces tournois-là. Et je sais que c'est quelque chose qui est devenu habituel à nouveau sur le circuit féminin et qui est à court en ce moment. Quelle est ta définition de la richesse, Arnaud? La richesse, c'est pas une question de somme d'argent, c'est une question d'être bien avec ce que tu as et de pouvoir subvenir à tes besoins et de pouvoir t'offrir ce dont tu as besoin, d'être heureux par rapport à tes principes de vie. Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu serais allé dans quelle direction? Je serais dans un autre sport, mais dans le sport. Je suis un passionné de sport. J'aurais pu entraîner dans le biathlon, j'aurais pu entraîner dans le triathlon, j'aurais pu. Comment ça s'appelle le sport où tu mets les pots de phoque, tu montes des montagnes et puis tu descends à toute vitesse? Le bowling? Non, 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 quel est le sport là? Ça m'échappe, là, le nom m'échappe, là, la Pierramenta et les sports en pot de phoque, là, les mecs qui montent comme des malades et qui descendent les pentes, là, ça va me revenir. Faire de la randonnée, tu vois? Ouais, ski de rando, ouais. Même le ski de fond, mais le skating. Je OK. suis un passionné de biathlon avec Martin Fourcade et toute l'équipe de France en ce moment. J'ai le j'ai à la fois, si tu veux, jouer au tennis, mais je suis un sportif dans l'âme. Je fais encore beaucoup de sport pour moi-même, je nage,
Je cours, je fais du yoga, je suis capable de jouer encore contre des bons juniors et tout. Et j'ai pratiqué la compétition jusqu'à l'âge de 55 ans. Ouais. Et le sport est un moteur essentiel dans ma vie et dans mon équilibre. Tu joues encore combien aujourd'hui? De 6 à peu près, Ah ouais, de quand même. 6-0. Ah Ouais. ouais, solide. Un bon traquenard en tournoi. Et j'ai fait des matchs de malade contre Michael Yodra, de 7 ans jusqu'à 14 ans. Au début, quand on faisait des 7 ensemble et que j'étais -30, et quand il commençait à avoir un niveau correct, fallait un niveau correct, quoi, quand il commençait à avoir ses premiers classements, on s'est fait des matchs de dingue. Il ne fallait pas qu'il fasse plus de 7 points en un set. Et ça l'énervait tellement qu'il essayait de me chorer des points ou de me carotter des points avec des balles sur la ligne. Et puis, on a eu des sacrées engueulades par rapport à ça parce qu'il voulait tricher sur le terrain. Et puis, je me rappelle une fois, quand je commençais un peu à décliner, qu'il était -4 et qu'il allait passer -30, on s'est fait un match à l'arrache au Racing Club de France. Et genre, il menait 6-1, 5-2, 40-15. Et je me suis accroché comme un malade. J'ai gagné en 3-7. Il était fou de rage et il m'avait encore jamais battu. Mais c'était sympa. C'était la motivation, l'esprit, le jeu, et on était aussi fous l'un que l'autre. Et aujourd'hui, tu fais encore chip and charge et tu viens claquer des volets? Ah ouais, bien sûr, ouais. Moi, je joue que à la volée, ouais. C'est bon? Retour volée, Eh ben, retour volée. Slice, retour, boum, je monte et on allez, y va. on n'en parle plus. Allez hop, ouais. Voilà. Concrètement, comment est-ce que tu essayes d'être une meilleure personne? J'essaye de m'améliorer tous les jours Ouais, en mais rencontrant les bonnes personnes autour de moi, en étant beaucoup plus ouvert qu'avant, en ayant beaucoup moins de jugement sur des personnes qui peuvent venir de pays différents, avec des origines différentes ou des cultures différentes ou des religions différentes. Et j'ai appris à m'ouvrir, à écouter et à pas avoir un comportement qu'on m'avait inculqué et donné au départ. D'un gars qui vient du 6e arrondissement, Auteuil-Passy-Muette. Et je l'assume et je suis content de mon parcours et je vais encore essayer de donner des meilleures choses à tout le monde. de quelle manière tu te fixes des objectifs? En étant content de mes journées, c'est-à-dire aujourd'hui, j'entraîne des gens qui peuvent avoir 60 ans ou 5 ans, des gens qui peuvent aller vers la compétition, qui font du tennis loisir. Et lorsque j'entraîne une personne qui rejoue au tennis et qui a 70 ans et qui est en face de moi et que d'un seul coup, je vois toutes ses dents et un énorme sourire et qu'elle me quitte avec une joie immense, ou lorsque j'ai entre mes mains une fille comme j'ai entraîné la semaine dernière 3 fois 2 heures par semaine et qui va déjà sur les tournois ITF féminins et qui parcourt un peu l'Europe et même le monde pour trouver un classement au niveau mondial et qu'elle me dit j'ai eu un entraîneur pendant la dernière année, mais j'ai plus appris avec toi en un mois qu'en un an avec cet entraîneur. Eh ben, c'est les choses qui peuvent me dire qu'à la fin de la journée, je suis content et que je suis vraiment heureux de faire mon métier et que pour l'instant, j'ai envie de continuer à fond. Et que lorsque je donne mon savoir et mon expérience à Vera Zvonareva aussi, j'ai aucune limite vis-à-vis d'elle. Ouais, Et mon seul objectif, c'est que ensemble, elles puissent, dans n'importe quel tournoi au monde, lorsque le circuit va reprendre, prendre la coupe et relever un trophée. c'est bon ça. En avant Guingamp. On a fait le Ouais, tour, monsieur Arnaud? ouais, on est tout bon. C'était Bon, bien d'avoir ce petit complément. ouais, top. Donc, ma vie, en gros, tu vois, pour être pragmatique, pendant 7 ans, j'ai traversé le pont de Suresnes pour aller travailler au country club à Yes. Rueil-Malmaison. Ouais. Pendant 10 ans, j'ai pris la deuxième sortie de l'autoroute à Versailles pour aller travailler aux Pyramides. Après, pendant 10 ans, j'ai pris tous les avions 10 mois par an pendant 10 ans pour voir tous les matchs de Julie, avec 100 matchs par an en simple et en double, que je n'ai pas manqué. Après, j'ai pris l'autoroute en Suisse pour prendre la sortie Lyon pendant 10 ans. Et là, ma dernière période de vie que je vis actuellement professionnelle, c'est Vera Zvonareva, 10 tournois dans l'année. Et je prends l'autoroute direction Vevey depuis 5 ans. Bon, là, on est sur 10. Voilà, je t'ai tout résumé. Et tu penses que tu vas repartir sur 10 ans, là? Là, je suis à 5, donc je me vois facilement tenir les 5 de plus pour faire ce cinquième cycle. Ouais. Mais 5. Après, avec Vera, on va voir comment elle va supporter la crise. Parce qu'elle a 35-36 ans, mais je l'ai encore eu récemment au téléphone et elle attend la reprise et elle se voit jouer à fond pendant 2 ans. Elle a faim, la Vera, elle a la dalle.
elle est motivée, quoi. Ouais, ouais. Et puis, comme moi, mon salaire a été revu à la baisse, c'est vrai, depuis que je suis devenu un entraîneur, professeur de tennis dans des clubs de tennis classiques en Suisse. Ouais. Elle connaît le niveau du salaire moyen d'un travailleur, entre guillemets, à Moscou. Et elle se dit que si elle peut mettre encore un petit peu d'argent de côté, ça va pouvoir peut-être l'aider, peut-être pour fonder sa propre académie, peut-être à Moscou. Peut-être c'est un de ses projets. Donc, elle a besoin de mettre un petit peu plus d'argent de côté. Et puis, quand elle est sur le court, elle se fait encore très plaisir. Et elle a encore battu l'année dernière 3 joueuses dans le top 15. Donc, quand elle joue et quand elle est en bonne santé, elle est vraiment très performante. Donc, c'est pour ça que quand je l'entraîne comme si c'est une joueuse qui peut battre la numéro 1 mondiale. Et sur la décennie prochaine, tu auras envie de quoi? Ben, je sais pas, j'aurais envie d'entraîner une joueuse. J'ai quelques petites idées, j'ai fait quelques petites tentatives, mais sans succès au On verra niveau où, de… on verra où l'avenir te Hein? On verra où l'avenir te Ouais, On refera un zoom d'ici là. voilà. Michael Laudra, je pense que c'est un peu tard maintenant. Mika Liodra, faut que tu investisses dans le vin, ça sera plus sûr avec Mika, hein. Ouais, je pense qu'il est bon là-dedans maintenant. Mm. Ouais. Voilà. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie? Mon expérience la plus incroyable. Peut-être d'avoir fait l'ascension du Mont Blanc en étant un novice en la matière Ouais. et en partant avec un guide qui est un très bon ami à moi et en ayant proposé à Julie de faire cette ascension avec moi, en étant dans un domaine totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire et en pensant que c'est à ce moment-là d'arriver en haut qui est le résultat. Mais lorsque tu connais pas la montagne, tu penses que tu as gagné en arrivant en haut, mais en vérité, c'est le retour qui est 10 fois plus dur. Une belle image. Et, et d'avoir presque, même je peux le dire, j'ai pas honte, d'avoir pleuré de fatigue nerveuse et physique à la fin de ces 12 heures d'ascension, c'est-à-dire les 5 heures de montée entre 2 heures du matin et 7 heures du matin, sans avoir dormi pratiquement de la nuit, parce que dans le refuge, quand tu te couches vers 11 heures et que tu te lèves vers 2 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir. Donc, nuit blanche. Et quand tu te fais les 6 ou 7 heures de redescendre pour revenir sur l'aiguille du midi et qu'il y a un dernier petit coup de collier à donner pour reprendre le téléphérique, là tu sais que tu pousses. Et lorsqu'on est rentré au chalet et qu'on est retourné dormir au chalet, j'ai dit à Julie, on va faire une petite sieste, on va prendre un petit goûter, on fait une petite sieste à 4 heures de l'après-midi. Et on ne s'est jamais réveillé avant le lendemain matin à 8 heures. Et encore, le lendemain matin, vous n'avez pas fait grasse mat, hein. Non, mais là, on pétait la forme. Incroyable. On avait presque envie de refaire un Mont Blanc, quoi, un truc de dingue. Et s'il y a un livre, un seul, qui a marqué, que tu recommanderais, ce serait lequel? Je suis très faible au niveau de la lecture. C'est pas du tout ce que j'affectionne. Un livre, d'ailleurs, que Sam m'avait indiqué et que j'ai lu avec passion, mais il y a déjà très longtemps, et qui m'a beaucoup inspiré aussi dans ma manière de travailler, c'est L'athlète intérieur. On me l'a ressorti plusieurs fois, ouais. Qu'est-ce que tu en as tiré en une phrase ou deux? C'est un peu vague dans ma mémoire, mais bah, c'est tout le côté de la pensée intérieure, de tout ce qui peut se passer dans la tête d'un athlète, et puis de pouvoir s'analyser, se sentir mieux, avoir un comportement en adéquation par rapport à ce que tu recherches, et dans ton équilibre mental, pouvoir améliorer ta performance et tirer le meilleur potentiel de toi-même. Un film référence. Et j'ai adoré le dernier film là, récent qui est sorti sur la vie de Lady Gaga, A Ouais. Star is Born. J'ai adoré ce film-là parce que j'avais une fausse image de cette chanteuse. Et le film m'a fait complètement changer d'avis par rapport à ce que je pensais d'elle à travers les social media. Et en plus, c'est une histoire d'amour qui est fantastique à travers le succès qu'elle a eu pour décoller au niveau du système du business Ouais. dans la musique. Et à chaque fois que je revois le film et que j'écoute ses chansons et que je vois le film et cette histoire d'amour, ça me redonne des frissons à chaque fois. Et là, il y a beaucoup plus de temps aussi, j'avais adoré un film avec Amadeus Mozart Ok. sur la vie de Mozart, et le film s'appelait Amadeus.
Et là aussi, c'était incroyable de voir le génie et la personnalité de cet artiste aussi. Ça reste gravé dans ma tête. C'est bon ça. Et puis sinon, le dernier film aussi qui m'a beaucoup marqué, mais ça, c'est pas trop original et c'est le cas de beaucoup de, je pense, de joueurs de tennis ou de ma génération, c'est le Rocky 1. Donc, à chaque fois que j'allais jouer une finale dans un petit tournoi, dans un tournoi de prize money au niveau national en France, je mettais mon Walkman, parce qu'à ce moment-là, c'était le Walkman, tu mettais ton casque, et avant de jouer la finale, et je rentrais sur le court avec la musique de Rocky. Allez là, c'est bon ça. Allez, on y va. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? C'est un de mes premiers concerts, c'est avec Sting, avec le groupe Police au Bourget, Ça devait être près de dingue ça. Paris. Et Sting est une personne aussi que j'ai beaucoup suivi et dont j'ai beaucoup aimé son évolution, à la fois musicale et en tant que personne et personnage. Est-ce que Un tu mec avec beaucoup de valeur. est-ce que tu pratiques la méditation? Non, pas du tout. Ok. La plus grosse période de doute de ta vie? Période de doute. Je pense que ma plus grosse et plus longue période de doute, elle a dû durer 3 jours. C'est lorsque j'ai perdu un emploi et que j'ai peut-être fait 2 journées et demie sous la couette et maximum. Je suis comme ça. Et Ça dure pas très longtemps. bon, alors comme ça va, t'as pas été rongé par le doute parce que normalement ma question d'après c'est quels seraient les mots du Arnaud d'aujourd'hui pour guider le Arnaud dans sa période de doute, mais je vais la tourner différemment. Je vais dire quels seraient les mots du Arnaud expérimenté en tant que coach aujourd'hui au Arnaud de 22 ans qui était sur le point d'arrêter pour en quelques phrases essayer de le guider. Bah ouais, le seul regret que j'ai, si je réponds à ta question, tu me diras si c'était ça ta question, c'est que j'aurais bien aimé claquer la porte de la maison familiale, prendre mes clics et mes claques et aller voir un peu plus longtemps ce que j'aurais pu obtenir en tant que joueur et voir le niveau que j'aurais pu atteindre au niveau mondial. Et du coup, Parce que je pense que j'ai pas été au bout du truc, quoi. le Arnaud d'aujourd'hui dirait tout simplement vas-y, fais-le, barre-toi quoi. Ouais, barre-toi, ouais. Ça peut être le cas encore de pas mal de joueurs ou de jeunes et il faut avoir les couilles de le faire, quoi. Et je l'ai pas eu à ce moment-là, donc mais c'est peut-être pour ça que je pouvais pas être un champion non plus. Je pense que l'un va avec l'autre et c'est comme ça. Il faut savoir aussi changer d'entraîneur et avoir les couilles de le faire. À tous les niveaux, il faut être capable parfois de prendre des décisions qui peuvent te faire mal d'un certain côté, mais te donner peut-être beaucoup plus si tu es capable de le faire et il faut pas attendre trop longtemps parce que bah, soit tu le fais pas ou soit c'est trop tard ou voilà quoi. Mais bon, chacun vit avec ses capacités, ses limites et tout le monde a des personnalités différentes. Et puis on a aussi reçu une éducation avec des principes qu'on t'a inculqués et c'est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile de prendre ces décisions-là au bon moment. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien en dehors de la victoire appelle la victoire que tu m'as dit tout à l'heure? Pour moi-même ou Ouais, quelque chose que j'aime bien dans la vie en général? une citation. Ah, une citation, pardon. Ouais. J'avais compris une situation, pardon. Non, parce que je suis pas trop littéraire et j'en ai pas des citations comme ça. Je m'appuie pas trop là-dessus. Je suis plus un homme de terrain et plus sur le travail, le manuel et moins sur le littéraire. Mais ça m'intéresse d'en lire de temps en temps et de les voir sur les médias et elles me font réfléchir, mais je les garde pas dans ma tête. Et, Mmh. et pour terminer, le meilleur pour la fin, est-ce que tu penses que Julie serait OK? Pas du tout. On Bah, a je te bien réponds. fait, on a bien Hein? fait d'en parler parce que, enfin d'en parler en détail parce que bon, c'est dommage, Ouais, mais ouais. je peux comprendre. Ouais, mais je peux toujours lui poser la question ou Ouais. je peux te donner par WhatsApp son numéro et puis tu rentres en contact avec elle, on sait jamais. Mais tu dis pas du Dans un tout bon parce que c'est pas son genre? ben, c'est pas son exercice de style préféré, loin de là, Ouais. mais si elle accepte, chaque chose qu'elle va te dire, elle va toucher la vérité. Et comment tu penses que je Donc, devrais lui demander, toi qui la connais bien? Parce que vraiment, j'adorerais. bah oui, je sais. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te foutre de ma gueule en lui parlant de ce que je t'ai dit. Tu vas lui dire, tu vas la faire rigoler, tu vas lui dire, mais putain, Arnaud, il m'a dit n'importe quoi. Tu vas la prendre dans l'autre sens. OK. Il Et puis, si tu réussis à la faire rigoler, je pense que tu as gagné. faut que je lui dise qu'elle rétablisse la vérité. Voilà. Parce que Arnaud m'a dit tout et n'importe quoi, j'arrive pas à le croire et tout.
Voilà, je sais pas, faut que tu la fasses rigoler. Si tu la fais rigoler, tu as une chance sur 10. Ah oui, quand même. Il faut être bon, hein. C'est déjà pas mal, une chance sur 10. OK. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Arnaud, pour terminer? De rester passionné, d'être en bonne santé et d'être toujours autant motivé, de faire encore mieux qu'avant. C'est bon ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci d'avoir installé Zoom et Bah, tu vois, tu m'as fait progresser. ah C'est bah, ce que je voilà. te disais. Ouais, J'essaye de progresser tous les jours. Et comme j'étais pas sûr de pouvoir utiliser Zoom, j'ai même téléchargé Skype hier. ça c'est beau. Donc, je me retrouve avec WhatsApp, Skype, FaceTime et Zoom. Que demande Magnifique. le peuple? Et bientôt, je vais faire une story sur Instagram. Alors, tu pourras la voir. Je me suis régalé. C'était génial. C'était génial. Bah, moi aussi, j'adore cet exercice de style, comme on dit. J'adore. Un grand C'est merci. pour ça que j'aurais voulu être un joueur d'un meilleur niveau pour le faire plus souvent. Ah bah, tu m'étonnes. Je suis l'inverse de Julie à ce niveau-là. Je suis Ouais, l'inverse. vous vous êtes plutôt bien trouvés, C'est-à-dire hein. que moi, je serais allé voir le directeur du tournoi. Je leur ai dit, hé mec, je suis en quart, hein. J'espère que demain, tu me mets sur le central à 17h, hein. Ah ouais. Alors que Julie, elle va le voir, elle lui dit, hé, garde-moi sur le Langlaine. Parce que là-bas, j'ai toujours gagné. Le cours, il est un peu plus petit, je me sens bien là-bas. Et le mieux, le top du top, si tu peux, c'est le 17. Ouais, le 17, ça la dérange pas. Si elle gagne Roland là-bas, elle est contente. Incroyable. Tu veux, je te donne 3 raisons pour lesquelles Julie m'a dit, pour elle, qu'elle n'avait pas été numéro 1 mondial ou gagnante de Grand Chelem en simple. Je pense qu'on peut pas mieux terminer. Vas-y. Voilà, je te donne ces 3 raisons à elle. Au niveau tennis, c'est qu'il lui manquait une bonne première balle de service pour faire plus de points gratuits avec sa première balle. Au niveau média, c'est qu'elle détestait les interviews et qu'elle avait une peur bleue de faire un discours d'après-match en ayant gagné un tournoi du Grand Chelem en simple. Et une troisième raison, c'est qu'elle se sentait pas bien dans les matchs de night session. Ouais, bah ça, à la rigueur, à Roland, bon, oui, c'était aux US. Ouais, mais à l'US Open, c'est plus compliqué. Mais à Roland, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de night session. Peut-être ça va venir parce que je crois qu'ils vont éclairer, non, bientôt. Ouais, ouais, a priori, ouais. Mais tu sais que j'ai fait un épisode avec Arnaud Clément qui me disait que sa plus grande peur la veille de la finale, c'était pas de rentrer sur le court, c'était Et le discours? de devoir parler au micro, perdant ou Ouais, gagnant, peu importe. Ouais, c'est dingue, hein. c'est Et rien que ça peut inhiber le joueur dans sa performance sur le court. C'est terrible. encore un grand merci à Arnaud, c'était génial. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. C'est top. Et puis, si tu as d'autres occasions et tout, bah, avec plaisir. Ouais. Et puis, si je trouve un autre film plus récent, je te l'envoie sans problème. J'en ai, mais là, j'ai la mémoire un peu bloquée au niveau cinéma. Et si je trouve un mec exceptionnel à interviewer, à enregistrer, je te le donne en direct. Je pense que je vais en avoir 2, 3. Génial. Laisse-moi la nuit et puis je te les envoie demain. Vous passez par Biarritz de temps en temps ou pas? Je passe par Biarritz, ouais. C'est un spot que j'aime bien là-bas. Pourquoi tu es là-bas? Ouais, je suis là-bas. Mets-moi un message sur WhatsApp, on ira prendre une bière. Ah ouais, avec plaisir. Même une côte de bœuf si tu veux. Voilà. Arnaud. Allez, à la À prochaine. bien. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Merci.